Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes Bachelor, programmes Master Grande École, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Chers amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, nous recevons Benoît Raphaël. Bonjour Benoît. Bonjour Pierre. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de ton temps. J'étais hyper impatient de pouvoir échanger avec toi parce que Benoît, tu es avant tout un expert et en médias et en innovation digitale. Et ça fait de toi quelqu'un, à mon sens, de super intéressant. Tu as un historique de journaliste, d'entrepreneur, de conférencier. Tu es passé par la PQR. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est la presse quotidienne régionale. Tu as été à l'origine de plein de médias communautaires. Mais enfin, tout ça, on va y revenir. Il y a le Poste, notamment, pour ceux qui connaissent. Et surtout, aujourd'hui, tu as un titre que moi, je trouve excellent, qui est Chief Robot Officer. Donc, tu es le chef des robots parce que tu as créé une boîte qui s'appelle Flint, dont je reçois les news tous les jours et ta newsletter aussi toutes les semaines. Là aussi, ça fait des éléments super intéressants en termes de business model, de gestion d'une communauté. Enfin, voilà. Tout ça pour dire qu'on a 3 milliards de choses dont on peut parler ensemble. Et si tu veux bien, Benoît, avant de rentrer dans des sujets plus spécifiques, est-ce que tu veux bien, en quelques mots, nous décrire qui tu es ? Alors, c'est une grande question, toujours, qui on est, d'où on vient et où est-ce qu'on va. Ouais. Ça devient philosophique. Moi, je suis Benoît Raphaël, donc à la base, je suis journaliste. Hein, je viens de la presse quotidienne régionale, comme tu l'as dit. Je viens même de la montagne, puisque même si mes parents sont de Marseille, moi, je suis né dans la région de Grenoble. J'ai même vécu dans le Vercors, wow, dans une grange. Je travaillais, j'ai fait ma première radio là-bas, au milieu des vaches et des forêts et des montagnes. Donc j'ai un petit tempérament de montagnard. On est des taiseux en général en montagne. Ouais. Un peu bourru aussi. On a un peu un sale caractère. Ouais. On est un peu comme des Bretons, mais un peu plus taiseux mais on boit autant, je pense, que les Bretons. Ok. Voilà, donc j'ai démarré en presse quotidienne régionale. En fait, pour expliquer au départ, moi j'ai toujours été d'ailleurs quelqu'un d'assez introverti, assez timide, hypersensible aussi, mais souvent ça va avec. Et donc, mais je me rendais compte que par contre, j'avais quand même des idées super intéressantes et qu'en fait, il y avait sans doute pas mal de gens qui étaient comme moi, qui s'exprimaient pas forcément, qui criaient pas plus fort que les autres. Et qui parfois avaient peut-être des difficultés à parler. Moi, quand j'étais petit, je bégayais, donc c'était super compliqué. Dès que je m'énervais un peu, on n'arrivait plus à me comprendre. Donc pour prendre la parole, c'était super pas simple. Donc le meilleur moyen de me faire taire, c'était de m'énerver. Comme ça, au moins, on était sûr que j'arrivais plus à parler. Et j'ai toujours
je me suis toujours dit qu'en fait, et c'est encore plus le cas aujourd'hui, que on est dans un monde qui évolue quand même assez vite, qui devient de plus en plus complexe, qui s'est internationalisé. À l'époque où j'étais gamin, aujourd'hui il s'est numérisé. On peut plus laisser en fait la parole uniquement aux élites qui prennent les décisions. D'abord parce que le peuple en général se méfie des élites et les élites se méfient du peuple aussi de plus en plus. Et en fait on a besoin de toutes les idées, on a besoin que tout le monde s'exprime. Et moi j'ai démarré par la radio locale. J'ai même fait un peu de radio quand j'étais étudiant, et ensuite j'ai fait la presse quotidienne régionale, et ensuite j'ai monté des médias participatifs, et c'était toujours la même idée, c'est comment est-ce que on permet à chaque voix de pouvoir s'exprimer. Et quand on suit ce parcours-là, cette réflexion-là, en fait, on se rend compte qu'il suffit pas de laisser parler les gens entre guillemets, dans lesquels je m'inclus, mais en fait il faut aussi nous former à la parole, il faut aussi nous former à la réflexion. Il y a tout un travail en fait d'accompagnement en fait pour que chacun puisse s'exprimer, parce que si on veut trouver des solutions dans le monde dans lequel on est, et aujourd'hui on a besoin de trouver des solutions parce que le monde est de plus en plus incertain, on a besoin que tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde puisse participer. Je pense que d'ailleurs ce besoin de participer est à l'origine des plus grandes crises que l'on connaît aujourd'hui. Et moi, donc, pour participer, j'avais du mal à m'exprimer. Donc, quand j'ai démarré ma carrière entre guillemets de journaliste, j'ai plein de trucs à dire, mais j'arrivais pas à le dire parce que je bégayais. Donc, j'ai fait de la radio. C'est le plus simple à faire quand on bégaye. On se dit, je vais aller parler dans un micro, quoi. Ouais. Donc, et je me souviens de ma première interview. Alors à l'époque, on avait des espèces d'énormes trucs super lourds qui s'appelaient les Nagra, avec des cassettes à bandes, c'est des grosses bandes comme ça, et pour faire le montage. Oui, ça date, ça. Bah oui, ça date. Non, en fait, en plus, moi, j'étais dans une radio locale un peu pourrie, et en fait, on n'avait pas on avait que du vieux matériel, donc on avait ces vieux trucs. J'avais d'ailleurs un micro avec la bonnette était accrochée avec du scotch, et ma première interview, déjà, la bonnette, le scotch est tombé, donc la bonnette est tombée. Le mec m'a dit, mais vous êtes qui, vous? Je crois que c'était un ministre, d'ailleurs. Et je me souviens de ma toute première interview, c'était un élu local. C'est d'ailleurs l'élu qui a fait tomber le maire de Grenoble, Alain Carignon. Et j'étais complètement terrorisé. Il y avait des journalistes professionnels partout. Moi, j'étais dans une radio locale associative. Et évidemment, je commence à poser ma première question et j'étais un peu stressé, donc j'ai bégayé. Donc il a rien compris à ce que j'ai raconté. Et à la fin de l'interview, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre la bande dans l'appareil. Donc ma première interview était complètement ratée. Voilà, ça, c'est ma première expérience où j'essaie de m'exprimer, en tout cas de devenir journaliste. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'ai démarré, je sais plus, une vingtaine d'années, quoi, à peu près. Ouais. Et j'ai démarré d'ailleurs ma carrière assez tard, parce que j'ai fait beaucoup de bêtises avant. J'ai fait un peu d'humanitaire aussi. Mais c'est pas une bêtise, ça. Et non, ça c'était le truc le plus cool. Voilà. Puis après j'étais un peu un trublion. Je voulais beaucoup m'exprimer. Donc ma première radio, en fait, comme personne voulait que je parle dans la radio, j'avais monté avec un copain un mégaphone en bois, donc qui faisait le plus de bruit possible, et je l'avais monté sur la 2 chevaux que mes parents venaient de m'offrir. Et on parcourait la fac comme ça, en hurlant nos infos, qui dérangeaient tout le monde. Mais c'était ma première expérience. Comment se faire des amis. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai démarré comme ça, j'ai démarré en local. Mes premières interviews, c'était des interviews d'agriculteurs, des interviews aussi de jeunes dans les banlieues, parce que j'ai aussi travaillé dans les quartiers. Et quand j'ai rejoint le Dauphiné Libéré, je l'étais comme correspondant local de presse, parce que moi j'ai pas de carte de journaliste, j'ai pas fait d'école, j'aurais jamais été accepté dans une école de journaliste, j'avais pas le niveau du tout. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, j'ai pu faire les cours d'introduction d'une grande école de journalisme. Donc je trouve que le chemin parcouru quand on se forme sur le terrain, il est aussi intéressant. La revanche du bégayeur. Voilà, alors c'est moins une revanche. Quelque part, je pense qu'on a besoin de gens très bien formés qui sortent des écoles un peu formatés, et puis des gens un peu plus brouillons qui sont formés sur le terrain. Je pense que c'est ce mélange des deux qui crée une diversité. Moi, dans les rédactions que j'ai montées, j'aimais bien mélanger les deux, parce qu'en fait, on a besoin de gens débrouillards et on a besoin de gens qui sont un peu plus structurés. Voilà, moi, je faisais partie des gens non structurés, et j'ai appris à me structurer en faisant beaucoup d'erreurs, alors que quand on est plus structuré, on en fait moins, sans doute. Voilà, moi, je me suis vraiment construit sur mes erreurs. Et donc voilà, donc j'ai démarré la presse quotidienne régionale au Dauphiné Libéré. Et j'ai démarré dans un quartier. Je voulais monter un bureau local dans une banlieue à Grenoble, qui est la banlieue qui s'appelle Échirolles, qui est une ville qui a plutôt mauvaise réputation. Il y a eu beaucoup le discours de Nicolas Sarkozy sur l'insécurité s'était fait là-bas, notamment. Et je voulais que le bureau soit comme on dit souvent que pour aller voir l'info, il faut aller au bistrot. Donc comme il n'y avait pas de bistrot là-bas, on a créé le bistrot dans l'agence du Dauphiné Libéré. Donc il y avait un petit bar, et les élus qui revenaient de la mairie pour rentrer chez eux passaient devant, on était au rez-de-chaussée. Et les jeunes de la banlieue, des quartiers, on va dire plutôt,
qui arrivaient avec leur grosse BMW. Ils se garaient devant et ils venaient me parler parce qu'ils n'étaient pas contents d'un article qui avait été écrit dans le journal. Donc j'ai pu vivre comme ça, voilà, dans ces lieux compliqués, c'est intense, pour me rendre compte de beaucoup de choses. Hein. On dit souvent que les gens dans les quartiers, le peuple entre guillemets, comme on dit, genre de ce mot-là, sont des gens idiots. Moi, j'ai jamais rencontré une seule personne stupide. Les gens sont idiots. Ils sont idiots parce qu'ils souffrent. Donc la souffrance, en fait, peut nous rendre un peu agressifs et un peu simpliste. Quand on est en groupe, on peut être stupide, mais une personne en face à face, quand on lui donne les informations, en fait, j'ai jamais rencontré personne d'idiot. Et ça m'a toujours tenu, cette expérience-là m'a toujours permis de tenir le même fil et de me dire, il y a un vrai intérêt à laisser parler chacun, à condition que mon rôle de journaliste est de leur laisser la parole et de les aider à parler. Et la formation qui m'a le plus marqué là-dessus, c'est comme j'étais très mauvais en radio, évidemment, donc j'ai dû faire une formation avec un type de RMC. Et en fait, il m'a appris à faire des interviews et il m'a appris quelque chose. Il m'a dit, l'interview, en fait, c'est pas laisser parler la personne, en fait, c'est lui apprendre à exprimer ce qu'elle a vraiment au fond d'elle, quoi. Et donc, j'ai toujours fait des interviews en essayant d'aller à la pêche. Et en général, on sent quand on a ferré le truc, quoi. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur qu'on doit faire sortir, ça prend un petit moment. Au moment où elle a ferré, en fait, la personne peut vraiment sortir quelque chose qui est vraiment intéressant, une histoire intéressante. T'aurais des tips pour moi sur les podcasts? C'est quoi les tips and tricks là-dessus? Alors la première technique, moi, que j'ai appris, hein, encore une fois sur le taille avec ce journaliste, c'est qu'en fait, quand tu interviews quelqu'un, il a toujours un truc à dire. Donc en général, il faut lui laisser lui laisser dire le truc qu'il veut dire, qui souvent tu vas pas garder. Et lui, ça le rassure. Et une fois qu'il a dit ça, en fait, après, à ce moment, tu peux vraiment rentrer dans le sérieux. Et c'est pareil dans une réunion. C'est pareil dans une relation, en fait. Quand il y a un conflit, ou que c'est un peu difficile, ou que tu abordes un sujet, quel que soit le sujet, il faut d'abord laisser la personne s'exprimer, qu'elle ait son truc à dire. Comme ça, moi, ça va enlever le filtre de base. Parce que sinon, elle va y penser tout le temps. Et de toute façon, elle te répondra jamais. Et la relation sera pas fluide. Voilà, c'est un des trucs intéressants que j'ai pu apprendre. Vas-y, je te laisse parler alors, Benoît. Bah c'est bon, là j'ai dit tout ce que je voulais dire, tu vois. Maintenant tu peux rentrer dans le dur. Comment se fait ce passage finalement de la presse quotidienne? Alors j'ai bien compris, c'est une vraie expérience quand même, hein, ce bar rédaction, etc. Mais comment tu vas après derrière justement vers cette logique? Enfin, finalement en le disant, je m'en rends compte, mais t'as reproduit la logique communautaire que tu avais déjà créée en physique finalement. Oui, je pense que quelque part c'est venu assez naturellement. Le travail que j'ai fait en tant que journaliste en presse quotidienne régionale, notamment dans la banlieue de Grenoble, à Échirolles et Saint-Martin-d'Hères, donc c'est les deux villes qui étaient les deux grosses villes qui étaient adossées à la grosse ville par rapport à, enfin c'est relatif, hein. Grenoble n'est pas une très grande ville. C'était vous savez, quand on est quand on vit dans les quartiers, en fait, la rubrique du quartier, c'est la rubrique des faits divers, quoi, globalement. Et donc, moi, je voulais en fait raconter l'histoire des gens du quartier, en fait. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à discuter. J'ai fait assez peu d'actualité finalement. Il y avait toujours des faits divers, des choses à faire, même si je m'occupais pas directement des faits divers. Toujours la vie politique, les trucs classiques qu'on a dans la presse locale, qui parfois sont un peu ennuyeux. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à partir à la rencontre de chaque habitant, enfin, dans chaque habitant de chaque communauté, dans chaque quartier, etc., pour raconter leur histoire, en fait. Et du coup, je pense que la presse locale, et c'est le rôle aussi de la presse et des médias. Aujourd'hui, on a besoin d'histoires collectives. Et justement, dans des quartiers où c'est compliqué, où il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de dissensions, pas mal de souffrances aussi, le fait le journal participe à raconter une histoire collective, donc ça commence à prendre la parole des gens, de chacun. Et en fait, c'est vraiment ce travail-là que j'ai pu faire. C'était passionnant. J'ai appris énormément de choses et je me suis rendu compte que ça apaise énormément et que ça m'inspire aussi l'idée qu'aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, il s'est passé un mouvement formidable, c'est que tout le monde a pris la parole. Donc ça, quelque part, je dirais que ce que j'ai essayé de faire il y a quelques années, c'est fait petit à petit naturellement grâce à l'arrivée d'Internet, mais en même temps, et ça c'est la prix Nobel de littérature polonaise qui s'appelle Olga Tokarczuk, qui a écrit son discours est magnifique qui s'appelle
le tendre narrateur. Elle dit, en fait, avec Internet, tout le monde s'est mis à s'exprimer et à raconter sa propre histoire. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient complètement cacophonique parce que tout le monde ça l'est. Essaie d'imposer son histoire aux autres par rapport à des millions, voire des milliards de gens. Essaie donc du coup d'avoir raison. Donc du coup, le débat devient impossible. Les désaccords, en fait, deviennent des véritables barrières. Et elle dit, il faut qu'on parvienne à se réinventer une histoire commune. Et cette notion de narration commune, je pense que elle est au cœur, en fait, du rôle des médias, et particulièrement des médias locaux. Comment tu as fait ce jump? Parce que le Poste, c'est le journal Le Monde derrière. Oui. Et alors, comment on fait ce jump d'une ville de province au Monde, qui est le quotidien quand même français? C'était pas facile, parce que d'abord, c'était pas vraiment une volonté. Moi, j'étais au Dauphiné Libéré. Je suis devenu au Dauphiné directeur adjoint de Vaucluse Matin, qui était l'édition provençale en fait du Dauphiné Libéré. C'est pas le coin le plus pourri de France, hein, quand même ça. Non, il y a du très bon vin. C'est aussi le Luberon. C'est aussi une des terres historiques du Front National. Par contre, c'est un peu moins rigolo. Et du coup, on devait relancer le journal parce on était là pour le fermer en fait. Puis finalement, on a remonté les ventes en changeant complètement et en essayant d'être justement le plus proche possible en fait des populations locales et de raconter des histoires locales. D'accord. Et à ce moment-là, en fait, c'était l'émergence des blogs. Oui. On était vers 2005. Alors ça a émergé plutôt vers 2001, après le 11 septembre, notamment aux États-Unis. Mais enfin, en France, c'était quand même, ça a démarré vraiment avec Skyblog, les blogs de Skyrock. Mais ça a vraiment émergé en 2005. On commençait à voir les premiers blogueurs. La blogosphère était constituée. La blogosphère, dont il en reste quelques survivants aujourd'hui. Et moi, j'ai créé mon premier blog à l'époque. Je me disais, mais en fait, ce que j'essaie de faire au niveau local, c'est-à-dire cette participation, en fait, c'est en train d'arriver avec Internet et je pense qu'on a quelque chose à faire. Je disais ça à mon président de mon journal qui me trouvait cool parce que j'étais jeune, j'avais des idées, mais il comprenait absolument rien à ce que je voulais faire. Et puis, du coup, il m'a confié la direction de l'innovation Internet du journal. Alors, donc, j'étais directeur de l'innovation de l'Internet. Alors, c'est un super gros titre, mais fait comme, mais sauf que quand il y avait pas d'Internet vraiment au sein du journal. Donc, de toute façon, j'étais tout seul, quoi. Donc, et en fait, j'ai monté un média participatif à ce moment-là. C'était à l'époque de l'élection présidentielle en 2007. Qui est un peu le premier média participatif, je dirais, quelque part, accompagné par des journalistes et avec un espèce de petit jeu qui permettait aux gens de répondre aux mêmes questions que les candidats politiques. Et ensuite, il y avait un petit algorithme qui leur permettait de voir à quel candidat il ressemblait le plus. Et ce truc-là fait un buzz incroyable. Et on a fait des millions de vues en quelques semaines. On a parlé de nous sur les chaînes de télé, au journal de 20h, etc. On a fait péter les serveurs. Tu prends la techno pas seulement comme un outil de diffusion, mais t'en exploites un certain nombre de capacités déjà alors. C'est ça, du coup cette idée d'un algorithme en fait qui permettait de voir à quel candidat on ressemblait le plus pour essayer d'aller au-delà des idées politiques et de voir si sur un certain nombre de critères qu'on n'imaginait pas, essayer de s'ouvrir l'esprit, de se rendre compte que peut-être qu'on ressemblait plus à un candidat pour qui on n'allait pas voter. Je trouvais ça intéressant en termes d'ouverture d'esprit, puis un peu ludique en fait, puis et ce truc-là a très très bien marché. Et à ce moment-là, en fait, le groupe Le Monde, donc c'est Bruno Patino notamment, qui est aujourd'hui le président d'Arte, avec Dao Nguyen, qui était la directrice générale du Monde Interactif à l'époque, qui aujourd'hui fait partie de la direction de BuzzFeed, un gros média américain. Sont venus me chercher parce que moi j'écrivais un blog dans mon Grenoble profond, enfin dans mon Grenoble perdu on va dire plutôt, parce à l'époque on était très déconnectés en fait. C'est pas si perdu que ça, faut pas exagérer. Oui, mais enfin on était assez loin de Paris en fait, et du coup monter à Paris c'était un peu monter à la grande ville, et moi j'étais terrorisé quoi. Et en fait on était un peu méprisé quoi, parce que c'est une petite ville quoi. C'est une très jolie ville. À l'extérieur, comme dit Stendhal, il y a une montagne au bout de chaque rue. Par contre, la ville elle-même était absolument. Je suis pas un gros fan de Grenoble. Oui, je comprends. Je crois comprendre. Je vais m'arrêter là. Mais très belle montagne en tout cas. Et du coup, ils sont venus me chercher parce que dans mon blog, je racontais aussi, je racontais mon expérience, les questions que je me posais, parce qu'en fait, moi, je me disais, il se passe quelque chose avec Internet, je sais pas quoi en faire. Donc je vais ouvrir un blog et puis du coup je vais échanger avec des gens avec qui j'étais pas en relation parce que à Grenoble on rencontre personne, il y a que des Grenoblois. Et du coup ce blog m'a permis en fait de discuter avec les blogueurs du moment, des spécialistes, notamment un expert aux États-Unis avec qui je suis devenu associé quelques années plus tard, qui m'ont permis vraiment de m'ouvrir l'esprit en fait. C'est en écrivant, en allant sur Internet, en exprimant sur Internet que j'ai réussi à apprendre en fait. Et je racontais en même temps mon histoire, mes réflexions et du coup ils sont venus me chercher pour monter un nouveau média
média auquel ils avaient pensé, qui était un média participatif qui se voulait populaire, entre guillemets, et donc dont je devais prendre la direction, dont je devais travailler le concept. Donc il a fallu que je fasse la charte éditoriale, l'organisation. Enfin, il y a tout un travail passionnant hein, de création d'un nouveau média, d'un nouveau genre qui voulait s'appuyer sur l'énergie de l'Internet pour renouveler complètement en fait ce métier-là, mais avec une approche populaire, ce qui évidemment au sein du groupe Le Monde était un peu vu comme un furoncle sur le beau visage de ce grand média, hein, parce que Le Monde est évidemment un grand média, mais on voulait faire quelque chose de beaucoup plus qui touche un maximum de gens. Et moi, mon idée derrière, c'était d'abord de permettre à chacun de s'exprimer, pas seulement les blogueurs, parce que les blogueurs étaient déjà devenus une élite en fait au sein de l'écosystème un peu parisien et parisien et numérique, on va dire, et digital. Je voulais que ça soit vraiment moi des personnes de région, des personnes qui n'aient pas forcément accès facilement à la parole, à Internet, et qu'on les accompagne pour les aider à s'exprimer. Et donc il a fallu qu'on fasse un média que j'ai pensé très dégradé dans sa forme, c'est-à-dire qu'on faisait exprès de pas utiliser des mots trop compliqués, on faisait des photos pas très belles, on les graffitait les photos, on faisait des trucs roses avec des flèches partout, etc. Et on avait des formats très simples pour que les utilisateurs puissent nous imiter facilement. Et en faire un média participatif qui permette à chacun de s'intéresser à l'information en y participant. Et on s'est dit finalement la participation va permettre à chacun de pouvoir petit à petit s'intéresser à l'info. Donc c'est un média un peu punk, hein. On a expérimenté énormément de choses, on a fait des bêtises, on a fait des choses intelligentes, on a inventé des trucs ça a pris quand même surtout. Ça a pris au bout d'un an et demi, on a dépassé l'audience du site Libération. Ouais. Et on s'était dit si on continue comme ça, on va dépasser le monde quoi. On était vachement ambitieux. Et puis Bruno Patino est parti parce qu'il était il y a beaucoup d'enjeux politiques en interne, hein, donc il s'est fait il a essayé d'avoir la présidence, il a pas réussi à l'avoir, donc du coup il s'est fait éjecter et je me suis retrouvé un peu tout seul dans ce truc là et beaucoup de tractations autour du poste, des gens qui voulaient le racheter, etc. Donc c'était assez complexe. Et puis au moment où j'ai compris que personne n'allait le racheter, que l'objectif de la direction du Monde de l'époque était simplement de l'arrêter, pour des raisons... Mais pourquoi l'arrêter si ça marchait ? Ça marchait énormément en audience. Il y avait un problème de modèle économique, mais en fait, on n'avait pas non plus vraiment d'équipe qui s'en occupait. On avait fait des tentatives, nous, de ce qu'on appelait le brand content à l'époque, mais ça paraît évident maintenant, mais... Ouais. En fait, à l'époque, c'était un truc complètement bizarre. Donc là, pour ceux qui sauraient pas, tu peux expliquer juste un petit peu. Oui, en gros, c'est ce qu'on est capable de faire en termes de contenu éditorial très engageant. En fait, on peut avoir des équipes qui vont le faire pour des marques. Donc, du coup, on va créer sur le site des contenus, des articles, des vidéos, des publi-reportages. Oui, ou c'est un peu ce qu'on fait. Le publi-reportage, c'est je vais essayer de parler du produit. Donc, en fait, le brand content, c'est je peux raconter quelque chose. Je raconte des histoires et c'est sponsorisé, on va dire quelque part par la marque, donc c'est un tout petit peu plus subtil, mais globalement c'est un peu ça. Et pour l'époque, ça a commencé à émerger à ce moment-là. D'ailleurs, BuzzFeed a créé son modèle économique là-dessus. Après, ce modèle économique est beaucoup plus compliqué maintenant aujourd'hui parce que c'est plutôt les offres payantes qui ont pris un peu le dessus. Ouais. Mais à l'époque, c'était intéressant. Mais bon, du coup, difficulté à ce que la régie publicitaire du Monde puisse arriver à s'accrocher à des formats qui étaient tellement innovants qu'il fallait inventer aussi en termes de pub. Nous, on avait quelques idées, on a fait des essais qui marchaient très bien, mais eux avaient du mal à suivre. Et puis, je crois qu'il y avait une espèce de rancœur vis-à-vis des fondateurs comme l'idée venait de Bruno Patino, qui avait des rancœurs internes, c'était compliqué. Et puis, je crois qu'il y a l'idée d'un média populaire. Toi, tu sortais pas du sérail non plus. Moi, j'étais, première fois, quand on a lancé le poste, j'étais interviewé sur LCI, je crois. Et l'animateur, en plein direct, me dit, mais vous avez une carte de presse? Je dis, ouais, je suis journaliste. Et on sentait qu'il y avait une espèce de, mais vous venez de province, voilà, une espèce de truc, je venais de la province, de la PQR, c'est un peu cracra, la PQR. C'est un mec pas net, moi, Benoît, je te le dis. On fait des faits divers, c'est pas très, voilà. Et donc j'étais venu avec ça, mais du coup c'était en même temps intéressant parce que c'était aussi, j'ai beaucoup grandi, ça m'oblige, je m'en suis pris plein la figure hein, pendant 3 ans, mais c'était passionnant, on a appris mais énormément de choses. On apprenait aussi à être prudent et aussi à être capable d'expliquer ce qu'on faisait, de beaucoup raconter aussi, parce que quand on innove dans des médias, dans les médias notamment, quand on veut faire changer les choses, en fait, il faut apprendre aussi à le raconter, à le partager, à pas faire peur.
Donc c'est comme ça que j'ai appris la culture des data, parce que finalement, quand les gens sont pas d'accord et croient pas en ce que vous faites, le seul truc qui parle et qui est vrai, c'est les data, c'est les données. C'est le fait que vous faites tant de chiffres, ça évolue de telle manière, tu avais prévu de faire ça, et du coup tu as fait ça. C'est parler à la rationalité. Exactement, être très objectif, parce que la subjectivité, quand on parle d'innovation, c'est le pire, c'est ton pire ennemi. Il faut être extrêmement objectif, parce que sinon personne n'est d'accord. De toute façon, quand tu veux changer un truc, personne n'est d'accord. Par défaut, oui. Par défaut. C'est normal. Parce que ça fait peur. Et donc, tu pars du poste ou on te débauche du poste? Non, je l'ai tenu jusqu'à ce qu'il puisse être. À un moment, beaucoup de personnes voulaient l'acheter. Hein. Donc du coup, moi, mon rôle, c'était de faire en sorte qu'il reste à flot jusqu'à ce qu'il puisse être racheté, parce que je voulais quand même que cette histoire continue. Et quand j'ai vu qu'en fait il n'y avait pas vraiment d'intention de le garder, je suis parti pour rester sur un élan positif, quoi. J'ai horreur des regrets, de l'amertume. Je suis plus quelqu'un je suis un gros optimiste en général. Donc du coup je suis parti au moment où je pouvais plus faire grand chose. Donc et le poste d'ailleurs a été vendu ensuite un an après au Huffington Post. Donc et d'ailleurs le Huffington Post en France a construit son audience grâce à l'audience résiduelle et la communauté du poste. Donc finalement, ça a servi à quelque chose. Donc ça, j'en étais assez content. Puis c'est un média que j'aimais bien à l'époque, le Huffington Post. Donc je suis parti, je suis devenu indépendant. D'accord, ok. Et ensuite, j'ai monté des médias pour des patrons de presse. Bah oui, parce que tu avais cette expertise. C'est ça. On avait surtout expérimenté énormément de choses. On avait réussi beaucoup de choses. C'était un vrai succès. Et du coup, on avait tellement expérimenté, en plus avec une audience comme extrêmement forte, en ce qui faisait qu'on a pu, on avait un regard, j'avais un regard assez intéressant, et du coup, ça m'a permis de monter des nouveaux projets, pas les mêmes, hein, différents. Donc j'ai travaillé pour Claude Perdriel, le fondateur du Nouvel Obs et du groupe à l'époque, pour créer le Plus de l'Obs, qui était une sorte de Le Poste un peu, mais un peu plus haut de gamme, on va dire, quelque part, parce que c'était pas exactement la même communauté. L'idée étant de permettre à chacun de la même manière de s'exprimer et d'écrire des billets. Donc de leur faire écrire des billets, mais comme tout le monde n'a pas forcément les mots pour l'écrire, la pédagogie ou alors le temps pour le faire, les journalistes, en fait, soit les personnes écrivaient elles-mêmes, les journalistes corrigeaient, ou alors les journalistes faisaient une sorte d'interview qui se transformait en billet, ce qui faisait qu'on a pu avoir comme ça, au même niveau, une tribune d'un agriculteur très bien écrite, qui exprimait vraiment ce qu'il voulait dire, à côté de celle du ministre de l'Agriculture. Donc ça, c'était ma grande fierté de pouvoir justement mettre chacun au même niveau. Puis ensuite, j'ai créé avec Laurent Guimier le Lab d'Europe 1 à Europe 1. Donc, qui était cette fois-ci l'idée, c'était c'est du lourd, hein. C'est du lourd à chaque fois quand même. Hein. C'est beaucoup de oui, puis on est dans des médias qui ont pas mal d'influence, donc il y a des enjeux, donc c'est toujours assez regardé aussi politiquement. D'ailleurs, le Lab d'Europe. T'as senti des pressions parfois? Le Lab d'Europe 1, une semaine avant de sortir, le projet a été annulé. Donc, on n'a jamais bien compris pourquoi. C'était déjà Lagardère derrière ou pas? C'était Lagardère, et donc c'était parmi ses conseillers. On n'a pas bien compris exactement. Je pense que je disais, mais du coup, c'est pas... Parce que c'était un projet assez expérimental. Hein. L'idée, c'était de se dire, le journalisme, il se fait aussi sur le terrain du web. Et on voulait faire une sorte un média qui s'accroche un peu sur Twitter et qui soit impertinent, un petit média qui s'accroche sur le web et qui le mette en scène quelque part, et qui aille chercher aussi, qui aille vérifier un peu les choses. Donc c'est un petit véhicule qui ensuite a eu une très belle notoriété petit à petit, dont sont sortis d'ailleurs, mais comme le Poste, hein, sont sortis pas mal de journalistes, dont certains notamment sont journalistes à Quotidien. Donc il y avait un style, c'est un média qui avait un style, mais je pense qu'il s'était dit, c'est pas un énorme portail politique, c'était trop innovant, on va dire, quelque part. Voilà, donc du coup, à chaque fois qu'on a lancé ces projets-là, il y a toujours beaucoup de pression, soit de peur, soit je sais pas toujours pourquoi. Enfin, mais en tout cas, bon, finalement, c'est sorti quand même. Ça a pas du tout marché au début. C'était une catastrophe totale. Ça bougeait pas, quoi. Il y avait zéro audience. Comme personne vraiment n'y croyait, je pense, dans le groupe. Chaque fois qu'il y a un truc un peu nouveau, ça fait peur, quoi. On se dit, voilà, mais si on se trompait, ben oui, on se plantait. Et donc, du coup, je suis revenu au sein de l'équipe pour les aider. J'ai pris la rédaction en chef pendant quelques semaines. On a remis un peu les choses en ordre. Ils ont recruté une nouvelle personne. Et là, c'est parti.
Et donc c'est devenu un succès assez joli. Et puis après, Ça fait Nice Matin aussi, non? Ah oui, en Nice Matin, c'était une autre histoire assez drôle. Et là, à chaque fois, en fait, on essayait de résoudre un problème différent, parce que le monde évolue, hein, le monde de l'information évolue aussi. À cette époque-là, quand je suis arrivé, c'était en fin 2014-2015, les salariés de Nice Matin venaient de racheter leur journal. Le journal devait je me souviens de ça. Était proche du dépôt de bilan et devait être racheté à la barre du tribunal. Devait être racheté par un grand groupe de presse qui avait prévu un peu un bain de sang au niveau social, hein, donc de licencier à plus de la moitié des salariés. Donc ça leur a fait un peu peur. Et donc c'est une bande de 5 copains syndicalistes qui, un soir après avoir un peu bu dans le salon de l'un d'eux, en buvant quelques bières, en mangeant des pizzas, se sont dit hey, si on rachetait notre journal, alors, ouais, quand même ça coûte plusieurs millions, comment tu vas faire? Donc ils ont lancé du crowdfunding, donc du financement participatif. Ils ont récupéré 400 000 euros qui leur a permis en fait de monter l'équipe, notamment d'avocats, pour monter le dossier. Et ils ont gagné, contre toute attente. Sincèrement, ils ont gagné le truc, donc c'était une grande surprise. Et quand je suis arrivé pour les accompagner sur Internet, puisqu'en fait ils avaient plus d'équipe digitale, tout le monde était parti. Je trouvais que l'histoire était assez belle parce que c'est le journal racheté par ses salariés, c'est le journal qui revenait aussi quelque part à la population. Et d'ailleurs, la une du nouveau journal, le lendemain en fait du rachat par les salariés, c'était un dessin. Et qui disait ce journal vous appartient. Et je trouve ça très joli. J'ai une histoire à raconter que je trouve finalement assez moderne. Et donc on s'est interrogé sur les fondamentaux de ce que doit être un journal local aujourd'hui. On est parti d'un premier constat qui est que d'abord il y a une info-fatigue, que on est un peu déprimé par l'information. Et puis j'avais lu. Tu m'étonnes. Et aujourd'hui on le constate encore plus fortement. Et j'avais vu des études qui disaient que, en fait, quand on parlait uniquement des problèmes, sans aller plus loin, d'abord, ça fait baisser le niveau d'empathie, en fait. Du coup, ça crée aussi des dissensions. Et notamment dans le sud de la France, où il y a beaucoup d'extrémisme, un peu de racisme aussi, de difficultés à vivre ensemble. En fait, l'empathie baisse avec les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on peut rien faire. Et quand on peut rien faire, on se ferme, en fait, complètement. Et du coup, on a fait quelques tests et on a pris des contenus qui étaient négatifs, mais on a essayé d'aller proposer des solutions. Et là, d'abord, ça marchait très bien. 2, les commentaires devenaient, mais vraiment, ça changeait du tout, n'était plus agressif du tout, et les gens discutaient des solutions entre eux. Et surtout, il y avait bien 2 ou 3 haters qui traînaient quand même. Ah, non, vraiment, c'était un changement radical. Enfin, c'était assez fou, en fait. À partir du moment où on abordait le problème, alors je me souviens d'un fait divers où il y avait 2 Tchétchènes qui avaient renversé une vieille dame en roulant sur un trottoir sur la promenade des Anglais. Précurseur d'ailleurs du drame qui a eu lieu quelques années plus tard, mais en tout cas, du coup, évidemment dans les commentaires, c'était soit contre les vieux, soit contre les Tchétchènes. Enfin, de toute façon, tout le monde s'engueulait. Et en fait, je dis, on va réécrire l'article, on va faire un test, on va regarder et on va essayer. Et il y a eu des solutions locales où ils avaient mis des plots sur les trottoirs, etc., pour pas que les voitures passent. Et donc, on l'a réorienté en essayant de regarder comment on pourrait régler ce problème-là pour qu'il n'y ait plus qu'il y ait d'accidents. Et dans les commentaires, vraiment, ça a tout changé. Il n'y a plus de commentaires racistes, etc. On était vraiment sur non, mais de comment on pourrait faire ça. Ouais, mais du coup, moi, je sais, dans telle ville, j'ai vu, ils ont trouvé cette solution-là, etc. Et c'est assez étonnant. Et là, on est parti sur l'idée qu'il fallait travailler alors qu'à la base, c'est la même information quand même. C'est la même information, mais elle n'est pas tournée de la même manière. Et en fait, ce qui est très stressant quand on reçoit une information négative, c'est pas dire qu'il faut faire que des infos positives, négatives, c'est qu'en fait, si on propose pas de solution, on nous fait pas réfléchir. Comme en plus on est à une époque où on peut quand même agir chacun à son niveau, on n'attend plus que l'État agisse, on essaie nous aussi de trouver des solutions à notre niveau. Ça crée une frustration et ça ferme beaucoup et ça met en colère. Et ça a été démontré par un certain nombre d'études et ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on reste focalisé sur le problème, le lecteur ou le téléspectateur comprend moins le problème. Il a un problème de compréhension. Et une étude a été faite en faisant regarder des reportages, par exemple un sur les SDF dans la rue, etc. Et un autre parlant du problème en montrant des solutions. Non seulement les téléspectateurs, là c'était des reportages télé, après avaient envie d'en savoir plus, avaient envie d'agir,
avaient envie de voir plus d'informations et surtout avaient mieux compris le sujet. Ah, ça c'est intéressant. Quand on propose des solutions, ça permet de mieux comprendre le sujet. Donc je me dis qu'il y a un truc intéressant et on a créé donc une offre abonnée autour du journalisme de solutions. Donc il n'est pas un journaliste optimiste, c'est un journaliste qui pose le problème, qui enquête sur le problème et qui essaie d'aller un tout petit peu plus loin et d'essayer d'aller voir ce qui s'est passé ailleurs, notamment à l'étranger. Et on s'est dit un journal local, ce qui appartient quelque part à ses lecteurs. C'est un journal, son rôle à lui, quelle est la mission d'un journal, à part se dire je balance des infos et j'essaie de gagner de l'argent avec, c'était de se dire on doit essayer de répondre, de trouver des solutions à des problèmes locaux. Mais donc il y a quand même bien dans tout ça un fil rouge autour du participatif, du communautaire et on va voir que ça continue. D'où est née l'idée de Flint? Alors peut-être que déjà tu peux présenter un peu Flint, parce que j'ai dit que tu étais le chef des robots, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà. Oui, alors l'idée de Flint, elle vient un peu du lab d'Europe 1 d'ailleurs, parce qu'en fait à l'origine le lab d'Europe 1, c'était les journalistes devaient aller chercher un peu sur le web des tas d'informations qu'on trouvait pas ailleurs, donc ils le faisaient un peu à la main et on s'est dit ce serait quand même vachement bien qu'on puisse avoir des algorithmes qui permettent de trouver. Voilà. Donc j'avais commencé l'entreprise, la start-up en fait qui a précédé Flint, qui ensuite s'est transformée en Flint après un pivot. Est parti de ce manque-là et du coup on avait créé un outil qui s'appelait Transboard et qui permettait aux journalistes d'aller trouver les sujets qui étaient le plus partagés en temps réel sur Internet. D'accord. Ça c'est en 2013. À l'époque ça nous semblait pertinent. Maintenant je pense que ça l'est plus du tout parce que ce qui est le plus partagé sur Internet n'est pas forcément synonyme de qualité. Ouais. On avait fait ça, on l'avait vendu à des médias et j'ai lancé ça en 2013 avec un chercheur originaire d'Aix-en-Provence, qui est un des pères du traitement automatique des langues en France, et Thomas Maillet, qui est mon associé aujourd'hui, qui travaillait avec lui. On avait levé 500 000 € pour lancer cet outil-là et Jean Véronis est mort dans un accident 6 mois après la levée de fonds. Donc, alors qu'on devait partir aux États-Unis, j'avais lâché mon appartement, j'ai pris mon billet, il est mort d'un coup. Donc, ça a été compliqué parce que c'était mon meilleur ami. Oui. Et en tant pour une première entreprise, on va dire que c'était un peu violent comme démarrage après l'excitation de la levée de fonds. Donc on a essayé de maintenir le projet, mais c'était compliqué. La technologie évolue aussi, puis monter un projet autour d'un mort, c'est quand même pas simple. Donc on avait besoin surtout de se reposer. Donc c'était assez éprouvant. Fallait tourner la page. Oui, et puis ça a été un point de bascule en fait qui m'a fait remettre en question sur énormément de choses. Je me suis dit la vie elle peut partir d'un coup. Je me suis pas dit la vie est courte parce qu'en fait ça veut rien dire. La vie elle est ce qu'elle est. On sait pas si elle est courte ou longue. Mais par contre, elle peut partir d'un coup. Elle peut partir demain. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire des choses qui ont du sens. J'ai envie de m'intéresser aux autres, de pas penser qu'à moi. J'ai envie aussi de me faire plaisir et d'être fier de ce que je fais. Et à partir de là, on s'est dit bon, on est quand même bien. La boîte était quasiment morte. Et avec Thomas, on s'est retrouvés tous les deux. On devait licencier le dernier salarié. Ça, c'était en 2014. De 2014-2015 et en 2015 plutôt, 2015. Et là, on s'est regardé, on s'est dit bon, on ferme la boîte. Il reste encore 20 000 € à rembourser. On sait pas comment faire. Et on s'est dit bon en même temps, on s'est jamais engueulé. On se connaissait pas avec Thomas. On avait bossé ensemble via Jean Véronis. On s'est dit bon, on s'est jamais engueulé. On a passé pas mal d'épreuves quand même. C'était assez dur. On a tous les deux perdu un ami. En même temps, on bosse bien. Il y a pas beaucoup de chances c'est une rencontre assez unique. On pourrait continuer. Donc du coup, sinon, on va continuer. On sait pas trop quoi faire. On a nettoyé toute la boîte. On a payé tout ce qu'il fallait payer. On a fait les licenciements, mais proprement, au meilleur taux, pour qu'ils puissent être ensuite derrière, avoir une formation. On a gardé très bonnes relations avec toutes ces personnes-là. Je pense que c'est important. Travailler l'histoire aussi de ce qu'on fait. Et en fait, moi, je suis parti travailler à Nice Matin. Thomas nous a beaucoup aidé sur la partie justement technologique parce qu'il a fallu remonter une plateforme complète. Et on a commencé à réfléchir au problème de personnalisation. Et ça marchait pas bien parce qu'on se rendait compte que dès qu'on essayait de personnaliser l'information, en fait, on tournait en rond, on s'enfermait dans des bulles. C'est le problème des algorithmes. C'est un grand classique, mais là, on l'a vu clairement. Et du coup, ça affaiblissait un peu la qualité de ce que pouvaient avoir les gens parce qu'ils tombaient toujours sur la même chose. Oui. Donc on s'est dit, il faudrait trouver un autre moyen. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis en même temps, pour lancer la campagne de la nouvelle offre à Nice Matin, on s'est dit, on va voir ce qui marche le mieux. Donc on a
On a essayé les réseaux sociaux, ça marchait pas très bien. On a essayé le mail. Alors, le mail, ça marchait super bien, quoi. Enfin, je pensais que ça marche toujours super bien, le mail. Ouais, je pensais que en 2015, je pensais que c'était un vieux truc. Tout le monde disait c'est n'importe quoi. Et ça a été notre principal canal d'acquisition. Et donc Thomas, dans sa tête, qui justement, qui réfléchissait à ce qu'on pouvait faire, etc. J'ai dit tiens, mais en fait le mail, c'est certainement un bon canal, ça nous permet de lancer un truc rapidement, pas trop cher, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, tu vois. Ouais. Et du coup, et je pense que j'ai commencé à réfléchir là aux algorithmes qu'on faisait pour aller chercher de l'information, mais du coup c'est vrai qu'on butait sur comment est-ce que je peux arriver à avoir quelque chose dans ce chaos d'informations de plus en plus important. Comment est-ce qu'on peut arriver à sortir de la qualité, quelque chose qui vraiment soit utile, ouais, quoi. C'est ça. Le mot qualité est important dans tout ça. Et nous, on faisait de la sémantique. Alors, le filtre sémantique, ça servait à rien parce que ça nous ramène toujours les trucs, mais sans aucun filtre de qualité. Et après, le filtre social qui était de se dire, je vais prendre ce que partagent mes amis. Mais du coup, là, on se retrouve dans cette boucle enfermée. Et puis maintenant, le social, les réseaux sociaux, c'est pas du tout un gage de qualité. Ça part comme ça dans tous les sens. Ça crée des cercles vicieux aussi de l'information où les trucs buzzent sans aucune raison, simplement parce que les autres les ont reproduits. Donc, on se dit comment on sort de ça? C'est quoi une information de qualité? Et on a commencé à se poser cette question-là. Donc, on a travaillé pendant 1 an pour finalement se rendre compte qu'on n'y arrivait pas. Ce qu'il fallait déterminer des critères. Et en fait, on n'a pas les mêmes critères. C'est très complexe. On ne sait pas trop vraiment. On sait globalement ce qu'on aime, mais ce qui nous est utile. Maintenant, arriver à le décrire précisément, c'est la longueur de l'article, c'est la qualité de la source. Mais il y a tellement de sources différentes. Comment est-ce qu'on peut l'appliquer? Et c'est là en fait qu'est intervenu. Mais alors, sans qu'on l'appelle nous intelligence artificielle, parce qu'en fait, on n'est pas vraiment parti sur cette idée-là. C'est simplement, d'abord Thomas avait peu de temps. Il était tout seul. On devait tout faire. Et surtout, on n'avait pas la solution pour trouver les critères de qualité. Et en fait, une des particularités en fait du machine learning, donc de l'apprentissage automatique, qui s'appuie notamment sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones, qui essaient d'imiter le fonctionnement du cerveau, c'est que ça permet de résoudre des problèmes complexes. Quand on n'a pas la règle, en fait, on va montrer à l'algorithme ce qu'on estime être bien ou ce qu'on estime être pas bien. Donc, par exemple, un article. Voilà, par exemple, un article de qualité, on lui dit ça c'est de qualité, ça c'est pas de qualité. On lui envoie plein de données autour de ça, évidemment, et au bout d'un moment, en fait, il est capable de trouver lui-même la règle. Donc ça, c'est vraiment c'est ce qu'apporte aujourd'hui le machine learning et les réseaux de neurones, c'est-à-dire en fait, on montre ce qu'on trouve intéressant et le robot lui-même détermine une règle. Et donc du coup, les critères de qualité, c'est l'intelligence artificielle qui les a elle-même déterminés à travers donc ces réseaux de neurones. Et donc il y a autant de critères qu'il y a de neurones, on va dire quelque part. Mais ce sont des critères mathématiques. Et on a commencé à faire des tests, et moi j'ai commencé par entraîner une intelligence artificielle sur l'innovation dans les médias, parce que c'était mon sujet, et que j'arrivais pas moi à avoir de veille correcte là-dessus, parce qu'en fait, l'innovation dans les médias, mais comme dans toute innovation, en fait, il faut avoir les yeux partout, et les oreilles partout. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser aux médias, mais aussi, surtout, à Facebook, aux réseaux sociaux émergents, aux tendances aussi, à la publicité. Enfin, une alerte Google, ça suffit pas. Non, et puis il n'y a pas de thématique en fait. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert parce que ça bouge. Et donc j'ai alimenté mon robot. Alors à l'époque, il fallait beaucoup d'articles pour l'entraîner. Maintenant, il en faut 10, mais avant, il en fallait 1000, 2000 même. Et je me suis dit, si jamais à la fin, j'ai confiance dans mon robot, c'est-à-dire que ça me suffit, je peux plus m'en passer, dans ce cas-là, on en fera un projet. Et c'est comme ça qu'on a lancé Flint. On a créé ce premier robot qui s'appelait Jeff. Tu t'es tapé quand même les 1000 articles alors? Il y en a beaucoup plus pour le premier. Pas loin de 8000. Pas loin de 8000 articles, positifs et négatifs. Ah oui, d'accord. Donc Thomas fait un gros travail aussi de fond, de base, pour me faciliter le travail. Et puis moi ensuite j'ai continué le truc avec ce robot que j'ai appelé Jeff, qui était le premier robot en fait de ce qu'on a appelé après l'école des robots Flint. Et j'en étais super content. Il m'a envoyé, j'adorais parce que moi je me souviens avec émotion du premier mail que m'a envoyé le robot. C'était salut, c'est Jeff, voilà ce que j'ai trouvé pour toi. Et je trouvais ça, mais j'ai l'impression de parler à un personnage, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et ça crée une émotion. J'ai dit, il se passe un truc. Recevoir une lettre comme ça d'un personnage que j'ai éduqué moi-même, qui va m'amener de la qualité. Et c'est vrai qu'il m'a amené des trucs de super qualité. Je ne pouvais plus m'en passer. Ça m'a fait gagner 2 heures de veille par jour. Et là, on a décidé de lancer l'expérience. Et excuse-moi, je te coupe, mais parce que, alors moi, tous les matins, je sais pas s'il s'appelle Jeff, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai... C'est Flint, toi. Ouais, voilà. Moi, j'ai mon Flint qui m'envoie donc les 10 articles sur l'enseignement supérieur, parce que c'est comme ça, là-dessus, que je l'ai entraîné, on va dire.
Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il va te chercher justement des choses qui sont en dehors de ta bulle. Tu vois, parce qu'effectivement, on est tous un petit peu enfermés dans une bulle d'information. Et ben, là, ça va m'amener sur des médias que je ne connais pas forcément. Ça va vraiment... il y a une valeur parce que ça me donne de l'information que je n'ai pas ailleurs. Et justement, alors je pense que c'est à force d'apprendre que l'algorithme voit effectivement ce qui est le plus pertinent. Et il y a un vrai affect, c'est vrai. Oui, l'affect est important parce que ça permet aussi de s'y intéresser. Et la première chose qu'on voulait créer, c'était un lien, parce qu'en fait, quand on fait du média, moi je viens des médias en fait, donc je n'aime pas la technologie à la base. Et la première valeur du média, c'est le lien. On crée un lien, entre le lecteur et le média lui-même. On crée aussi un lien entre les gens, entre eux, etc. Et donc cette notion de lien me semblait indispensable si on voulait avoir une approche un peu média, je dirais, de ce petit robot qui partageait l'information. Et après Jeff, donc, qui est un robot spécialisé, qui était une expérimentation, on s'est dit on va essayer d'en faire un robot plus généraliste, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir tester. Et donc en fait c'est un robot un peu au hasard au départ. Le robot envoie des liens et puis on clique dessus et puis à la fin il s'adapte. Ouais. Donc on l'a fait avec moi et je trouve que c'est vachement bien. et du coup on s'est dit maintenant il faudrait qu'on fasse un test à grande échelle. Donc c'était juste un outil mail, donc ça coûtait rien de le faire. J'ai fait un billet de blog et un tweet. On a eu très vite 1000 abonnés et j'ai commencé à engager une conversation avec les abonnés donc de ma communauté pour voir si ça fonctionnait, si ça marchait bien et pour améliorer tout ça. Le point de départ sur lequel on était et pourquoi on l'a fait, c'est que en étant 2017, mais on se disait, on commence à avoir déjà évidemment un problème de surinformation, ça depuis longtemps, mais c'est devenu incontrôlable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 5 ans plus tôt, quand on parlait de surinformation, la solution c'était qu'il y ait des humains qui nous aident à trier l'information. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu, ça prend tellement de temps que les humains ne suffisent plus. Et puis on s'est dit qu'il y avait ce problème de la bulle d'information qui avait été théorisé par Eli Pariser à peu près dans les mêmes années. C'est en fait les algorithmes de personnalisation qui, pour créer de l'engagement, vont te reproposer toujours la même chose. Et puis maintenant, aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est pire. C'est-à-dire que les algorithmes de Facebook ont des modèles qui font qu'ils vont te proposer même comme les contenus extrêmes, voire les contenus faux aussi, créent plus d'engagement. Ils en sont venus à proposer à des utilisateurs qui n'étaient pas extrémistes des contenus extrémistes pour petit à petit provoquer un comportement extrémiste pour créer plus d'engagement. Mais il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Social Dilemma, qui est super intéressant, où ce qui est intéressant et puis un peu ludique sur ces sujets-là, c'est que il formalise l'algorithme avec 3 personnes. Il personnifie l'algorithme, oui. Et ils font parler ces 3 parties de l'algorithme qui essayent finalement d'aller capter le temps d'attention effectivement d'une personne. Et ça les amène mécaniquement à des contenus extrêmes, à des fake news, etc. Au-delà des petits chats, etc. Ça peut être sympa, ça, mais voilà, ça va aller dans tous les extrêmes. Et ça fait des dangers. Et derrière aussi, ça amène à des manipulations. Ça me fait penser à un autre documentaire sur le scandale Cambridge Analytica, où effectivement cet effet de bulle est exploité derrière à des fins politiques. Oui, avec plus ou moins de succès. On sait pas trop exactement quel est l'impact réel. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça désorganise énormément, en fait, d'abord l'écosystème de l'information, puis on voit à quel point l'information aujourd'hui est devenue importante dans l'équilibre de nos sociétés. Avant, le journalisme, les médias, c'était cantonné à la rubrique économie médias des Échos. Aujourd'hui, s'intéresser à la façon dont est distribuée ou dont fonctionne l'économie de l'information, ça devient extrêmement important pour chaque citoyen. Et on s'est rendu compte, parce que c'est allé très très vite et on l'a pas trop vu venir, et surtout on n'a pas eu le temps de réglementer aussi, parce que la loi, elle est là pour s'adapter en fait à l'évolution de la société, sauf que quand ça va très très vite, la loi étant relativement lente à se mettre en place, on est pour l'instant dans une période de dérégulation qui crée beaucoup de perturbations, beaucoup de richesses aussi en même temps, évidemment, mais quand il y a de la richesse, de la liberté, forcément il y a aussi les bas-côtés, ça traîne tout un tas de déchets derrière et d'effets un peu négatifs. On s'est rendu compte à quel point ces entreprises privées qui s'appuient sur des algorithmes
aujourd'hui de machine learning, d'apprentissage automatique, en fait, en sont venus à déréguler, et surtout en fait à perturber nos démocraties et à pouvoir devenir un facteur. Pas le seul facteur parce que c'est trop facile de les accuser seulement elles. Non. En tout cas, un facteur de désorganisation de nos démocraties. Et le plus important à comprendre là-dedans, c'est que c'est pas la volonté forcément des humains derrière en fait ces algorithmes, c'est l'arrivée. Ça, c'était après les années 2012. Lorsque Facebook notamment a introduit le machine learning, donc l'apprentissage automatique dans ses algorithmes pour la publicité, où les algorithmes en fait apprennent eux-mêmes et déterminent eux-mêmes les bonnes règles pour pouvoir créer de l'engagement. Parce que la seule mission que leur ont donné les humains, c'est de créer le plus d'engagement possible, que les gens restent le plus longtemps possible sur les pubs pour qu'ils cliquent le plus possible sur les publicités et les bonnes publicités. Et les robots en fait ont trouvé une règle super mathématiquement, donc c'est encore le principe de l'apprentissage automatique. Ils ont eux-mêmes déterminé la règle que plus le contenu était extrémiste, plus le contenu était faux, plus il était raciste, plus il était violent, plus finalement il crée d'engagement et donc plus on vendait de pubs. Et ça, c'est les robots qui l'ont mis en place eux-mêmes. Alors maintenant, c'est très difficile à corriger parce que dès qu'on essaie de corriger ça, en fait, on fait baisser l'engagement. Du coup, là, on va contre les intérêts de Facebook qui sont quand même d'avoir plus de croissance. Donc, c'est ingérable. Et donc, ça pose plein de problèmes. Et nous, la réponse qu'on a, c'est un peu la réponse qu'Alan Turing, qui est le fondateur historique, en tout cas, qui a pensé à l'intelligence artificielle, c'est surtout le créateur du premier ordinateur. Et Alan Turing, si tu te souviens bien... Celui qui a craqué Enigma. Celui qui a craqué Enigma. Et qu'est-ce que c'était Enigma? C'était une machine qui crée des codes secrets. C'est la première fois qu'on crée une machine pour créer des codes secrets. Et en général, les décrypteurs de codes secrets, ils savaient les décrypter assez rapidement. Là, c'était impossible. Pourquoi? Parce que c'est une machine qui les crée. Et comme c'est une machine, il y avait tellement de complexité qu'un humain était incapable de la déchiffrer. Et Alan Turing a dit, contre une machine, il faut créer une machine. Et l'origine de Flint, c'est ça. Contre une machine, qui est celle des réseaux sociaux, donc de ces algorithmes incontrôlés, qui brassent énormément de données, qui nous déstabilisent aussi, qui nous rendent malades aussi au sens presque propre du terme. Parfois, il faut créer une nouvelle machine, il faut créer des machines indépendantes que l'on puisse mieux comprendre, qui nous permettent de pas seulement nous entraîner pour avoir le plus d'engagement possible, mais nous permettent aussi de prendre du recul, d'apprendre à mieux débattre et d'aller chercher des contenus différents, diversifiés, des opinions différentes, etc. Donc l'idée de Flint, c'était de créer une machine pour, entre guillemets, échapper aux effets de cette machine de l'information qui avait été créée par les moteurs de recherche et par les réseaux sociaux. Comment tu t'assures que ton robot, il ne va pas te remonter des fake news? Alors c'est quand on l'a lancé... T'as des pare-feux, t'as des trucs? Oui, alors quand on l'a lancé en 2017, on était en pleine élection présidentielle, et donc là il y avait beaucoup de fake news, une partie... piloté par les Russes, mais pas que. Parce que c'est notre projet, donc oui, ça va dans tous les sens. Et là, on a vu émerger notamment des fake news, mais à grande vitesse, et du coup très difficile à contrer, qui arrivaient massivement, notamment les fameux mails de l'équipe Macron. Donc ils ont toute la base de données mail de l'équipe Macron qui avait été craquée et mise sur Internet, et au milieu, ils avaient mis des faux mails. Mais il y avait des millions de données. Comment faire le tri pour un journaliste entre les vrais et les faux? C'est impossible. Oui. Et je me souviens d'un chercheur que j'avais appelé à ce moment-là. Je dis mais comment on fait quoi? Et il me dit mais c'est impossible. On n'a pas le temps de vérifier. Le seul moyen de le faire, c'est de regarder qui partage, qui est à l'origine. Et donc l'analyse psychosociale en fait permet aussi d'analyser à la fois la qualité de l'info, mais permet aussi d'analyser des contenus qui pourraient être faux, même si on n'a pas analysé la véracité des choses. Et tu as des référents, des personnes référentes. Voilà, et je trouvais que ça correspond bien à ce qu'on faisait parce que nous, pour déterminer la qualité, le robot, en fait, panélise plus de 20 000 experts qu'on a identifiés à la main sur Twitter, dont on a ensuite analysé le comportement mathématiquement sur plusieurs millions de contenus. Et quand quelqu'un clique sur un article, le robot va essayer d'identifier, de situer cet utilisateur dans un espace à plusieurs dimensions, 300 dimensions, parce qu'il y a 300 neurones dans le réseau. Bon, c'est des dimensions mathématiques, et du coup, ça permet d'aller chercher la qualité. Et donc, on se dit, on va faire l'inverse. On va entraîner un robot horrible, qui est un peu le Dark Vador quelque part de Flint, qu'on a appelé... Je l'ai appelé d'ailleurs le Darkbot, qu'on a nourri avec que des contenus racistes. Ok. Alors, pas des fake news, parce que je voulais pas qu'on décide nous de ce qui était fake news. Le robot facho. Voilà. Alors,
Et oui, extrémiste de droite ou de gauche, parce que ça peut être aussi très très à gauche. On peut trouver un peu d'antisémitisme aussi. Hein. Donc les extrêmes parfois se rejoignent. Et d'ailleurs, algorithmiquement, on se rend compte que les extrêmes se rejoignent. Et ils se rejoignent souvent algorithmiquement, de ce qu'on a pu observer en tout cas, avec des comptes pro-russes. C'est assez étonnant. Mais alors je n'ai pas tiré de conclusion parce qu'on n'a pas étudié ça, mais c'est des choses qu'on observe comme ça simplement. Oui, c'est juste une observation comme ça en passant, on est d'accord. Bah en tout cas, je peux pas, c'est pas une vérité, mais en tout cas, on observe que globalement, il y a ces choses s'assemblent et que dans les signaux faibles qu'on voit apparaître, par exemple l'arrivée des QAnon hein, qui sont un peu à l'origine de l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021. Ont émergé beaucoup sur Internet et moi on les a vus arriver en France en signal faible sur nos algorithmes, assez connectés à un certain nombre de comptes complotistes aussi, certains aussi de milieux un peu ésotériques, etc. Et puis d'une partie de l'extrême droite voilà et parfois pro-russe, ça dépend des moments. Voilà. Donc mais globalement on voit comme ça les connexions qui se font mathématiques. Pas des vraies connexions, mais le robot identifie en fait des patterns qui sont un peu les mêmes, des schémas qui sont un petit peu récurrents. Bon, au-delà de ça, quelque part, donc ça permet effectivement d'avoir une analyse un peu algorithmique de ce qui se passe dans la société. Donc ça, c'est assez rigolo. Mais on n'a pas fait d'études scientifiques là-dessus. Hein, c'est juste ce qu'on remarque comme ça. C'est ce que te susurre ton Darkbot. Voilà, mais le Darkbot en fait, c'est un robot super méchant qu'on a protégé de tous les autres robots. C'est un peu une espèce d'épouvantail qu'on a mis dans notre potager, de robots. Ouais. Et en fait, il aspire tous les contenus qui algorithmiquement sont proches des personnes qui sont susceptibles de partager ces contenus-là. Et en fait, on se rend compte que c'est les mêmes personnes. Et ça, le chercheur avec qui j'ai échangé souvent, en fait, lui, avec ses propres calculs, avait trouvé les mêmes résultats. Les personnes qui partagent des contenus très extrémistes et donc en général racistes sont ceux qui partagent les principales fake news qui circulent sur Internet. D'accord. Et dès qu'on a mis en place ce robot qui continue d'identifier des panels hein, sur Twitter qu'on rajoute au fur et à mesure, eh bien nous a protégé comme un paratonnerre quoi quelque part des fake news et on n'a pas eu on a eu peut-être sur des milliers et des milliers d'articles envoyés à plus de 20 000 personnes chaque jour, on a eu 3 problèmes, dont un était un poisson d'avril, fait par le média lui-même qui balançait une fausse info sur lui-même, donc là c'est un peu compliqué, moins grave, ça. Repris par des journalistes, bon, c'était l'enfer. Voilà, et puis on a eu une erreur, une fake news, mais faite par un média qui avait fait une erreur journalistique qui a été reconnue plus tard. Donc là, donc il y a sur des exceptions en fait, ça passe pas, mais en fait nous on a communiqué tout de suite derrière. En discutant avec la communauté, c'est au contraire très bien passé parce qu'il y a cette dimension pédagogique qui est importante. L'important, c'est pas de protéger des fake news. C'est dont on s'est rendu compte au fur et à mesure. Des fausses informations, d'abord, il faut la définir. C'est surtout de travailler notre système immunitaire, je dirais, mental, cognitif, faire en sorte d'être capable, en fait, de mieux comprendre comment fonctionne l'info. Annuler leur impact plutôt que de les éliminer. Oui, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'une fake news hein qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux si vous posez par exemple la question, du coup les fake news c'est pas bien, donc je vais les interdire, par exemple avec la loi, ok, dans ce cas-là, on met en prison tous les ministres. Ouais. Dès qu'un ministre balance une fausse information sur un chiffre, il va en prison. Qu'est-ce qu'une fausse info? Qu'est-ce que la vérité? On s'est rendu compte que quand on parle des fake news, il y a des choses évidentes hein, de contenus qui sont faux et qui sont malfaisants derrière, avec une mauvaise intention derrière. Mais vous avez tout le reste, il y a énormément de flou. Et parfois une fausse information, c'est juste une information qui n'est pas prouvée, et ça veut dire qu'elle n'est pas possible. Donc, en tout cas, le Darkbot nous a protégés, donc a permis de faire vivre et grandir nos robots petit à petit avec le temps. Mais ça nous a permis aussi de commencer, parce que le problématique de la désinformation est devenue, que nous on anticipait en 2017, mais aujourd'hui on l'a vu avec la crise sanitaire, c'est devenu une vraie problématique, on va dire sanitaire, en termes d'hygiène informationnelle, je dirais, dans nos démocraties. Donc ça nous a amené à avoir une vraie réflexion. Donc tout ça t'amène à un modèle où en gros tu es capable d'entraîner, et vos clients sont capables d'entraîner des robots qui vont leur remonter
les bonnes informations et des informations pertinentes par rapport à leur sujet. En termes d'offres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes et en B2C et en B2B, donc vous adressez autant à des particuliers ou des auto-entrepreneurs qui auraient besoin de sources d'informations viables et fiables, qu'à des plus grosses équipes, alors que ce soit de journalistes et ou d'entreprises? Oui, alors on a après coup maintenant beaucoup de données qui nous ont permis d'analyser un petit peu tout ce qu'on a fait. Encore une fois, c'est un projet qu'on a co-construit avec nos utilisateurs et nos clients. Au départ, c'était gratuit. Donc Flint envoyait des contenus de qualité avec pas un peu de surprise pour sortir de la bulle. Donc volontairement, il mettait un petit peu de hasard dedans. Il essayait d'aller chercher des sources différentes, etc. Mais il était encore un peu faiblard, donc il fallait qu'il s'améliore. Et pour qu'il s'améliore, il fallait entraîner cette intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, elle devient efficace pas seulement grâce aux algorithmes, mais surtout grâce aux données d'entraînement. Et nous, nos données d'entraînement, c'était des données qui devaient être apportées par des experts, puisqu'en fait, c'est l'expert qui va montrer au robot des contenus qu'il estime être intéressants, et le robot qui petit à petit apprend en fait de l'humain. Et donc, comme on n'avait pas d'argent donc on s'est dit, on va faire de la R&D, donc on va aller chercher des experts et on va faire en sorte que ces experts utilisent nos outils, que ça leur soit utile, et en même temps, ils vont entraîner l'intelligence artificielle. Donc, on a lancé vraiment de façon expérimentale, on n'a même pas d'interface, on est allé voir des entreprises qui avaient une vraie expertise ou qui sont venues nous voir et à qui on a vendu un accès à ce qu'on appelait l'école des robots, mais qui était vraiment un truc super moche, où des experts pouvaient entraîner des robots. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était très compliqué parce qu'en fait, il fallait justement beaucoup d'articles pour entraîner un robot. Donc, c'était hyper épuisant et donc, c'était impossible de le déployer comme ça. Donc, on s'est dit, il faut que les robots puissent apprendre tout seuls. Il y a une partie de ce qu'on appelle l'entraînement non supervisé en intelligence artificielle. Et donc, pour qu'ils comprennent tout seuls, il faut qu'ils aient déjà une première idée d'un certain nombre de concepts. Parce que si on prend que les mathématiques, comme les robots sont très cons, il faut au moins qu'ils aient une notion, qu'ils arrivent au moins à relier des concepts entre eux pour arriver à aller plus vite. Ouais. Un peu comme l'apprentissage d'un humain, quelque part. Donc, on les a mis dans un petit jardin sécurisé de Twitter, pour pas qu'ils aient non plus de choses horribles, parce qu'il y a des choses horribles sur Twitter, mais il y a des belles choses aussi, pendant 2 mois. Et on dit, voilà, vous débrouillez, vous essayez de faire des connexions comme vous pouvez. Et vous allez essayer de connecter, parce que nous, on n'avait pas le temps de leur montrer ce qu'il fallait voir, parce qu'on n'était que 2, encore une fois. Donc, toute cette histoire vient du fait qu'on n'était que 2, qu'on n'ait pas le temps et pas d'argent. C'est comme ça qu'on a monté le projet. Et ça, du coup, on a trouvé des solutions et l'intelligence artificielle nous a aidé à faire des choses à moins d'argent et plus rapidement. Donc, les robots se sont mis à apprendre tout seuls, à faire des liens entre des concepts, entre des mots, entre des sources d'informations, entre des personnes et de créer des groupes comme ça mathématiques. Et on appelait ça la culture générale. Et donc, au bout de 2 mois, ces petits robots qu'on a appelés donc les bébés robots, parce que c'était une nouvelle génération de robots par rapport aux anciens qui prenaient beaucoup plus de temps pour apprendre. Du coup, ils ont appris tout seuls. Et on s'est rendu compte que quand on les entraînait, avant, il fallait 1000 à 2000 articles pour qu'un robot comprenne simplement de quoi on parlait. Et là, en fait, il en fallait 10 pour qu'ils comprennent, parce que les robots s'entraînent entre eux, et quand vous commencez à entraîner un robot, il s'auto-entraîne lui-même, et donc on a créé une forme d'intelligence collective de nos robots. C'est génial comme truc. Pour qu'ils puissent avancer là. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que je me suis rendu compte, j'ai réalisé qu'en fait, la vision qu'on a des algorithmes, c'est que tu programmes un algorithme, et après il s'automatise. En fait, l'intelligence artificielle, avec le machine learning, c'est beaucoup plus organique. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, ils ont des comportements qu'on peut pas prévoir, parce qu'en fait, ils évoluent au fur et à mesure, ils s'entraînent les uns les autres. Ils apprennent aussi d'eux-mêmes, ils tirent des conclusions qui sont mathématiques, et finalement, la nature, elle est mathématique. Il y en a qui ont mal tourné dans cette affaire ou pas? Parce que c'est un peu comme des enfants, hein. Alors non, parce que c'est une bonne question, mais tu sais, je me suis rendu compte quelques années plus tard, mais lui-même, je pense, l'a fait inconsciemment, que Thomas, mon associé, d'abord est un fils lui d'agriculteur normand, et donc je pense que c'est resté dans son esprit, dans sa culture quelque part, dans ses racines, quelque chose qui le travaillait. Et lui, il vit avec Aix-en-Provence. On se voit pas souvent en fait. Et donc, la dernière fois, je suis allé chez lui. Il venait d'acheter une nouvelle maison et il y a un jardin. Et dans sa bibliothèque, il y avait que des livres sur les vers de terre, sur la terre, sur les plantes, sur la biologie, etc. Rien sur l'informatique ou sur les robots? Pas grand-chose. Non, l'informatique, c'est dans sa tête. Il invente des choses.
Et du coup, je vais dans son jardin, mais il a mis des trucs et puis il me raconte une histoire incroyable. Il dit, tu sais, moi, je suis fasciné là en ce moment par une espèce un type qui a inventé la tomate la plus résiliente du monde. C'est quoi? Je dis, c'est une tomate, en fait, il l'a mis dans la terre comme ça et puis il donnait pas d'eau, il mettait rien du tout. Et puis les tomates arrêtaient pas de mourir. Et puis au bout d'un moment, petit à petit, la tomate est devenue super résistante et maintenant il les vend super cher. C'est des tomates qui peuvent résister au cataclysme, à l'apocalypse quelque part, ou au réchauffement climatique. Et je l'écoute et je dis, mais en fait, c'est exactement ce que tu es en train de faire avec Finn, quoi. Enfin, l'intelligence artificielle qu'on est en train de créer, c'est un jardin, c'est ton jardin potager, quoi. Et c'est vrai qu'on a mis un jardin. Et quand on crée un jardin, en fait, on a une façon de le faire, c'est qu'on va d'abord les protéger d'un certain nombre de choses. On peut pas les protéger avec des pesticides parce que ça, c'est tricher. Et du coup, ça crée des comportements qui sont pas forcément très bons. Donc, on s'est dit, un petit peu comme la permaculture, il s'est dit, non, on va laisser, donc on a créé le Darkbot qui était méchant, qui permettait de protéger un petit peu globalement. Et puis ensuite, on va les laisser apprendre petit à petit, puis on va les corriger au fur et à mesure. Donc, les humains sont très présents au départ pour les corriger. Et finalement, petit à petit, ça prend forme. Ils font pas mal d'erreurs. C'est pour ça qu'au départ, nos robots, ils avaient l'air un peu rigolos, un peu stupides. C'est parce qu'on voulait que les gens soient gentils avec nous, parce que les robots faisaient beaucoup d'erreurs. Et que petit à petit, en fait, ils se renforcent. Et on a mis très peu de technologie en fait, fondamentalement. Il n'y a pas beaucoup de développement tel qu'on peut l'imaginer. Par contre, il y a énormément de travail sur les données, sur les datas. Il y a beaucoup en anglais on dit caring, d'attention. On prenait vraiment soin d'eux. Et ensuite, nos clients, qui au départ donc étaient sur cette petite interface, sont venus. Donc on a accompagné nos clients pour qu'ils puissent bien comprendre les robots. Et tout le travail technologique qu'on a fait, il n'était pas tant sur la technologie pure, il était sur l'interface. Parce que pour bien entraîner un robot, pour que nos clients puissent bien entraîner un robot, il fallait qu'ils comprennent comment ça marche. Et tu sais qu'on dit souvent sur l'intelligence artificielle, le problème c'est l'interface, parce que si tu sais pas comment ça marche, parce que c'est une boîte noire les réseaux de neurones, oui. Il faut avoir des indicateurs qui te permettent de comprendre, là le robot comprend pas, ou pourquoi il comprend pas, qu'est-ce qui se passe, parce que les robots sont pleins de biais, donc il faut arriver à les comprendre. Donc on a créé des petits indicateurs, comme par exemple le robot se donne une note quand il comprend. Et donc, s'il comprend bien, il a 9 sur 10. Alors, il est super content. Et puis, s'il comprend pas, il a 5 sur 10. Là, il est malheureux. Et puis, il y a une autre note pour que les humains comprennent bien les robots. Quand il n'arrive pas à trouver, il prend ce qu'il trouve. Du coup, il donne des mauvais résultats. Donc, ça énerve l'éleveur. Et du coup, l'éleveur le punit tout le temps en disant c'est pas bien, c'est pas bien. Et du coup, on a beaucoup de robots un peu traumatisés, quoi. Et comme on voulait que nos éleveurs traitent bien leurs robots et comprennent mieux, il y a une petite note qui disait oula, j'ai compris, ne m'engueule pas, mais j'arrive pas à trouver de contenu parce qu'il n'y en a pas assez, donc c'est pour ça que je me mets une mauvaise note. Et en fait tout ça, c'était un travail d'interface. C'est pour ça qu'on a créé l'école des robots à l'époque, parce qu'on avait besoin pendant 3 ans d'avoir une intelligence artificielle suffisamment solide pour qu'on puisse le déployer à grande échelle. Donc on a fait que du bouche à oreille, très peu de clients, on refusait certains clients. Et ensuite, on s'est dit, si jamais ça marche, à ce moment-là, il faudra aller chercher de l'argent pour déployer le projet tel qu'on a envie de le monter. On va y venir justement sur cette expérience de crowdfunding. Mais est-ce qu'avant, on peut, je sais pas, c'est pas rendre hommage, mais dire merci à Clémence pour son boulot? Parce qu'elle a personnifié ça en termes de design. Et moi, c'est un des... Quand tu vas sur votre site web, dans les premières fois, en fait, en gros, elle a dessiné ses robots. Elle leur a donné, si ce n'est une âme, en tout cas, elle leur a donné une réalité. Et je t'assure que ça fait beaucoup. Enfin, pour moi, on parlait d'affect par rapport à tout ça. Je pense que ça participe, et ça participe grandement à ça. Oui, parce que ça crée un lien. Ça raconte une histoire. Et en fait, d'abord, on a une époque où la machine fait peur, quand même. L'intelligence artificielle fait quand même beaucoup peur. Tout le monde se dit, est-ce qu'elle va nous remplacer? Ce qui n'est pas vraiment c'est une question. Ça reste un peu des boîtes noires. Donc, oui, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Ça réfléchit plus vite que nous, mais il faut comprendre qu'en fait, c'est pas que ça réfléchit plus vite que nous. Enfin, c'est que ça réfléchit beaucoup plus bêtement que nous. En fait, simplement, ça va plus vite. Et en fait, pourquoi l'intelligence artificielle a explosé ces dernières années? C'est à cause de la puissance machine et du volume de data, c'est pour ça. Mais en fait, ils sont toujours aussi bêtes. Les algorithmes n'ont pas tellement changé. Les modèles d'algorithmes de réseaux de neurones, ça date des années 50. Donc en fait, la technologie elle-même n'a pas complètement changé, mais la puissance en fait derrière a bougé. Donc la machine fait peur. Il y a ce vieux fantasme où on se dit qu'on essaie d'atteindre l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire celle qui aurait une conscience, qui serait capable de penser comme un humain. Or, pour l'instant, l'intelligence artificielle arrive à faire des choses rapidement, mais
qu'une seule tâche, c'est très monotâche et pas le reste, et n'arrive pas à conceptualiser globalement ce qu'elle fait, donc ce qui fait elle est très sensible aux biais dès qu'elle est capable de s'écarter en fait de la réalité, et quand c'est mis à vitesse très rapide, ça peut créer des biais assez dangereux dans des systèmes, par exemple des biais racistes pour des systèmes qui vont permettre aux juges de savoir s'ils remettent les gens en prison ou pas. Bon, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis récemment. Donc ça fait peur. Et puis il y a cette idée de Terminator où le robot va décider que finalement... Toujours, Skynet, attends. Voilà, parce que le robot c'est un miroir de nous-mêmes, et comme l'humanité s'aime pas beaucoup, on se dit, si le robot découvre un peu, se dit bon bah comment est-ce que je peux améliorer l'économie et faire en sorte que la planète soit mieux, je vais tuer tous les humains, ce sera beaucoup mieux. Donc ce fantasme-là en fait qui est intéressant d'un point de vue psychanalytique humain, mais voilà, globalement ça inquiète beaucoup. Donc on s'est dit la clé en fait pour la machine, d'abord faut comprendre que c'est un outil, et qu'il faut la maîtriser, donc il faut interagir en permanence avec elle, parce que le contrôle est super important, sinon la machine a des biais. Donc pour créer du contrôle, il faut créer une relation, donc il faut créer une interface. Ce qu'a fait Clémence avec le dessin des robots, le fait de dessiner un robot mignon, et le design a été beaucoup travaillé, on les a fait maladroits, ils ont l'air un peu bêtes, mais parce que pour pas nous stresser, et surtout pour pas qu'on soit agressif avec eux et qu'on comprenne qu'ils font des erreurs, pour leur dire, ces robots, ils sont un peu stupides, ils font des erreurs, et c'est déjà une façon de comprendre comment ça marche. Et je pense que la clé, notamment quand on utilise l'intelligence artificielle, il faut surtout pas être complexé, parce que les robots sont très bêtes, sont stupides, et la pire erreur, c'est de se dire qu'ils vont nous remplacer. Ils nous remplacent pas du tout, c'est un outil, c'est un couteau. Le couteau est stupide. Donc il faut être capable de contrôler en permanence ce qu'il fait pour pouvoir le corriger. Donc l'entraînement du robot est super important, et donc la dimension empathique en fait du robot. Il fallait que le robot suscite l'empathie. Donc on les a fait mignons, et finalement c'était une façon de faire de la pédagogie pour que les robots d'ailleurs soient aussi plus efficaces. Tout notre projet pendant 3 ans, c'était de renforcer la qualité de l'intelligence artificielle, donc il fallait que les humains aient envie d'interagir avec eux. Je te confirme, Clémence Perrin, parce qu'il y a beaucoup de la cité, elle a fait juste un super taf. Voilà. Ça c'est dit. Alors, à un moment, les robots commencent à être bien entraînés, et vous vous dites, ok, on va lever des fonds, mais on va les lever de manière un peu particulière, c'est-à-dire en crowdfunding. En fait, je me suis même pas dit ça, c'était pire que ça. Si j'ose le dire, c'est qu'en fait, on était fatigué quand même, très fatigué, parce qu'on a monté ce projet avec plus d'argent, très peu d'argent. On était 2, on voulait être à 100% dessus, donc on s'est beaucoup sacrifié. Donc, moi, j'ai divisé mes revenus par 2, par 3. Quand on a lancé l'offre payante qui devait nous permettre de voir si on avait une traction là-dessus, on était vraiment, on avait en trésorerie, on avait 0 quoi. Enfin, il restait, je crois, 3 000 € sur la boîte. C'était et donc là, moi, j'ai lâché mon appartement, je payais une location parce que sinon, ça me faisait trop de pression. Il fallait qu'on soit suffisamment libre pour pouvoir au moins avoir suffisamment de résultats. Donc, j'ai lâché mon appart, je me suis retrouvé chez des potes et tout. C'était très compliqué, mais je voulais aller au bout de ce truc en fait. Et je voulais pas accélérer, je voulais qu'on le fasse bien. Donc, cette volonté de faire les choses bien, de se faire plaisir, d'être fier de ce qu'on fait et de poursuivre une mission, ça pousse à faire des sacrifices. Ça nous met. C'est chaud quand même, parce que je suis désolé, Benoît, mais t'es plus tout jeune. Ça va quand t'as 20 ans. Là, t'as quel âge exactement? Alors ça, faut demander à mes amis, parce que même ne le savent pas. Mais ce qui est important en fait dans cette idée tu fais jeune, mais vu ton parcours, tu as quand même quelques heures de vol. Et parce qu'en fait, il y a un sage qui disait, il est interdit d'être vieux. En fait, c'est important de vieillir. On vieillit, ça c'est la vie. Mais par contre, être vieux, c'est s'arrêter d'avoir des projets. Et penser les étapes de la vie en disant, tel âge je fais ça, tel âge je fais ça. Ensuite j'apprends. Une fois que j'ai fini d'apprendre, je commence à faire. Puis après, je transmets aux autres. Puis après, je me repose. Ça, pour moi, c'était l'ancien monde. On est dans un monde aujourd'hui qui évolue en permanence. Et donc, pour moi, j'apprends, je transmets, je me repose. J'apprends, je transmets, je me repose en permanence. Tout en simultané. Et j'ai toujours eu des projets, je continue d'en avoir. J'ai pas moins d'énergie qu'avant, j'en ai même beaucoup plus qu'avant. J'ai jamais eu autant d'énergie, j'ai jamais eu autant envie de faire les choses. J'ai pris beaucoup plus de risques aujourd'hui que j'en ai pris avant. J'ai fait beaucoup plus de conneries avant, j'en fais un peu moins maintenant, mais j'en fais toujours. Et en fait, donc c'était cette prise de risque-là, elle était extrêmement importante. Beaucoup de gens m'ont dit, mais attends quand même, tu te mets en danger. Et je dis oui, mais je veux aller au bout de ça. En fait, je veux voir en fait ce que ça donne. Et pour moi, c'était extrêmement important. Mais au moment, donc on commençait à avoir des résultats, mais ça devenait, on manquait comme d'argent. Il fallait qu'on lève des fonds. On était quand même sur une approche qui était très B2B, c'est-à-dire pour les entreprises.
Et non pas que ça m'intéresse pas, parce qu'en fait, les entreprises ont un vrai besoin d'information, et moi je suis entrepreneur, donc pour moi je prends un grand plaisir à travailler avec les entreprises, mais je voulais pas me limiter à ça. C'est-à-dire que la problématique de l'information, de la surinformation, la déstabilisation petit à petit de nos démocraties aussi, moi m'inquiétait beaucoup. On a besoin de trouver des solutions rapidement, de prendre de la hauteur. J'ai l'impression qu'on était dans une course de vitesse un peu inquiétante. Et je me suis dit, mais si je veux continuer à me faire plaisir, voilà, il faut. Qu'est-ce que je veux faire? Enfin, est-ce que je veux vraiment lever des fonds en fait? Est-ce que vraiment je veux continuer ce projet? Et pour aller lever des fonds, avec tous les sacrifices qu'on avait fait, il fallait que ça continue d'être quelque chose qui ait du sens pour moi. Et du coup, j'ai commencé à écrire cette newsletter du dimanche. Où j'ai commencé, voilà, je teste un truc. J'ai l'impression qu'on s'informe mal. Je sais pas ce que ça veut dire exactement. Je vais essayer de creuser ça avec vous, et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, donc chaque semaine, toujours en interaction avec la communauté qui a très bien réagi dès le départ, je me suis rendu compte que dans chaque sujet d'actualité, au cœur du sujet maintenant, il y avait le problème de l'information. C'est-à-dire que, par exemple, prenez l'histoire des Gilets jaunes, c'est pas qu'une question de révolte, etc. Au cœur de la révolte et de l'information, il y avait même le rôle des médias qui devenaient en fait des acteurs centraux. Donc l'information est devenue le cœur de chacun des sujets. Juste pour précision, ta newsletter du dimanche, je sais pas combien de temps tu mets à l'écrire, mais elle est construite, elle est longue, mais ça se lit hyper bien. Mais à mon avis, et tu vois, tu parlais de construire une communauté, etc. Enfin voilà, je suis pas surpris le dimanche quand je reçois un email de Benoît et je le lis, tu vois. T'as réussi ça, enfin cette proximité là aussi. Alors j'ai fait comme une expérimentation en essayant de dire voilà, moi je suis un simple citoyen. Et je pense que je m'informe mal, ça m'inquiète. L'info me stresse parce que j'ai l'impression de pas tout comprendre, pas tout savoir, qu'il y a des choses de plus en plus fausses qui se disent, parce qu'il y a de plus en plus d'infos, donc de plus en plus de choses fausses. Ça va très vite, et je veux explorer ça avec vous. Et donc c'est quelque part une espèce de recherche personnelle, quelque part, pour essayer de trouver le sens de ce qu'on faisait aussi. Pourquoi on fait Flint en fait? C'est bien d'avoir des robots qui trient l'information, mais en fait, qu'est-ce qu'une bonne information? C'est quoi le vrai problème derrière en fait? Est-ce qu'on l'aborde de la bonne manière? Est-ce qu'il faut pas avoir une vision un peu plus large? Est-ce qu'il faut pas un peu penser le monde, la façon dont on s'informe aussi, la façon dont fonctionne notre cerveau? On critique beaucoup les algorithmes de Facebook. On pourrait aussi critiquer notre pire ennemi, c'est notre cerveau, qui nous trompe lui-même, qui a ses propres mécanismes, qui parfois, avec ce fameux striatum dans notre cerveau, qui nous envoie de la dopamine quand on a une satisfaction, quand on reçoit une info, mais n'importe quelle info, on peut être trompé par ça. Et donc c'était une recherche vraiment de quelqu'un d'assez peu. Moi, j'avais pas beaucoup de connaissances là-dessus, et j'ai voulu le faire en collaboration avec la communauté. Et comme on avait quand même très bien choisi nos abonnés, parce que c'était que du bouche-oreille, il y a des chercheurs dedans, des entrepreneurs, des enseignants, des étudiants, des gens à la retraite aussi qui ont un passé, etc. Donc on a eu un échange très riche. Et tu me posais la question de savoir combien ça prend de temps. Alors déjà à l'époque, j'étais hyper crevé. On faisait énormément de choses. On portait tout à bout de bras à deux. Et on avait un modèle économique. On avait comme des clients. On avait 300 clients, plus une trentaine de clients grands comptes. Et donc j'étais déjà à 100% de mon temps. Donc là, j'ai rajouté 30 heures de plus dans la semaine. Voilà. Parce qu'il me fallait 30 heures pour faire une newsletter. Ouais, ça m'étonne pas. Énormément de... Voilà. Et à la fin de l'année, c'était ce soir, j'étais en train de finaliser la newsletter et j'efface tout ce que je devais mettre et je dis bon, en fait, je comprends ce que je veux faire maintenant. Je pense que on veut faire un projet. Ce qu'on fait aujourd'hui avec Flint répond à une problématique qui est fondamentale, hein, qui est, il y a 20 ans, l'industrie agroalimentaire s'est mondialisée, s'est affolée complètement, et on a eu l'épisode de la vache folle. On s'est tous dit voilà, on va tous mourir. Ouais. Finalement, on n'est pas mort, et tout le monde s'est dit attends, on a un problème de traçabilité de l'information. On sait pas exactement ce qu'on mange, on sait pas ce qu'il y a dans notre assiette, on sait pas ce qui se passe entre le pré où la vache a brouté et le steak qui arrive dans mon assiette, ce qu'elle a mangé exactement, par où c'est parti, etc. Ce qui s'est passé en 2020 et ce qui s'est passé entre les années 2010, on va dire, et 2020, et les fake news, c'est notre vache folle. Et on s'est rendu compte que le système s'était complètement emballé avec l'arrivée des réseaux sociaux et des moteurs de recherche qui ont d'abord complètement perturbé en fait l'écosystème de l'information, en bien et en mal, hein, encore une fois, mais avec une forme d'industrialisation qui a fini par affoler tout ça, et on se retrouve aujourd'hui par le même fonctionnement, hein, qu'aujourd'hui il y a de l'obésité dans le monde. Hein, on a plus de 15% quand même. Il y a de l'infobésité qui nous rend malades de la même manière, c'est-à-dire que des informations indigestes qui parfois nous rendent tristes.
parfois nous servent à rien, simplement nous excitent, nous énervent, polarisent les gens d'un côté comme de l'autre. Et on s'est dit, il y a un problème d'une crise sanitaire majeure et en fait, on ne le résoudra. C'est pas l'industrie agroalimentaire qui a résolu le problème en fait de la vache folle. C'est les citoyens, c'est les consommateurs qui en fait sont mis à manger différemment, à s'informer. Après, il y a quelques militants au départ, et puis ensuite après, il y a des producteurs indépendants. Ben, de la même manière, en fait, tout soit doit passer en fait du consommateur de l'information que nous sommes tous, hein, et ça va de l'entreprise, du chef d'entreprise, du dirigeant qui a besoin quand même d'anticiper et d'avoir un peu les idées claires et de pas être embrouillé par un chaos de l'info pour prendre des bonnes décisions. Et puis surtout maintenant, quand on est entrepreneur, on a besoin d'avoir des entreprises à mission, et puis du citoyen ou de n'importe quel décideur. On s'est dit en fait, il faut qu'on donne le meilleur outil à partir de ce qu'on fait aujourd'hui pour nous aider non seulement à avoir des bonnes ressources fondées sur l'intelligence artificielle et collective, parce qu'on s'est rendu compte que c'était la force de notre technologie, c'est qu'il y a de l'humain dedans, et en même temps une méthode qui nous apprenne à prendre du recul, nous apprendre à débattre, comprendre nos biais, peut-être aussi un peu à respirer, à sortir un peu de l'actualité. Et donc, j'ai lancé cette idée-là. En gros, là, ce que je veux faire, le sens que je donne à ce projet, c'est un peu de mission qu'on veut avoir. Et je pense qu'on peut trouver un cercle vertueux entre la mission d'intérêt public, d'intérêt général, et un modèle économique pour les entreprises. Et j'ai dit, est-ce que vous en pensez quoi? Est-ce que est-ce que je le fais ou pas? Et là, les réponses étaient super positives. Donc du coup, j'ai pris une semaine en janvier, je me suis isolé au bord de la mer et j'ai écrit 50 pages du projet que je voulais faire. Et évidemment, comme je suis pas très bon en économie, donc du coup le business plan était assez pourri, donc je savais, donc j'ai fait globalement le projet, 2-3 idées de business plan. Je l'ai pas trop travaillé, je l'ai aussi volontairement fait un peu bancal parce que sinon on réagit pas en face. Et j'ai envoyé ces 50 pages. Alors, les 50 pages, personne ne va les lire. Donc j'ai envoyé ça donc il y a 4000 personnes qui ont ouvert la newsletter ce dimanche-là, 500 personnes qui sont allées lire en entier les 50 pages et une cinquantaine qui ont participé, qui ont corrigé. Et dedans, 5 personnes qui ont travaillé en atelier avec moi, dont des gens qui venaient de fonds d'investissement, beaucoup de financiers d'ailleurs, des gens qui étaient pas forcément de mon univers et qui m'ont dit, attends, mais là, il faut que tu rebosses ton truc, ça c'est un plan d'investissement, il faut que tu fasses comme ça, etc. Et l'un de ces spécialistes financiers, tous étaient fans de Flint, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont aidé à comprendre, et surtout ils m'ont aidé à comprendre qu'en fait, quand on monte un projet, on atteint toujours le plafond de verre. Moi, mon plafond de verre, je l'avais atteint en fait fin décembre 2019. Parce que je sais pas comment faire, je sais pas sûr de pouvoir faire du business avec. C'est pas complètement mon métier. Moi, je suis un journaliste à la base en fait, fondamentalement. C'est un grand projet, on a une grosse ambition. Comment je vais faire comment je prends de l'ampleur comme ça, etc. Et la réponse a été la communauté, parce qu'une communauté d'experts super intéressants. J'ai eu des gens, mais à niveau, j'ai eu une ancienne VP d'un très gros fonds d'investissement en France qui m'a appelé 2 heures, qui a lu 2 fois le dossier, qui m'a interrogé. Je me suis rendu compte que il n'y a pas de plafond de verre en fait. Le plafond de verre, c'est quand on est seul, quand on veut travailler seul, quand on s'obstine à travailler seul. L'important, c'est de se dire non, je vais la jouer collectif et je vais me faire aider par les bonnes personnes, et c'est comme ça qu'on grandit. Et ça m'a donné une énergie folle. Et l'un d'eux a dit, mais vu la façon dont tu fonctionnes, il faut que tu fasses une levée de fonds participative, c'est-à-dire en fait, donc c'est une levée de fonds capital, évidemment, mais il faut que tu puisses faire investir tes abonnés, puisque en plus ils sont plutôt de bonne qualité, ça marche bien. Donc on est passé par une plateforme de financement participatif agréée par l'État qui nous a aidé à préparer le dossier, qui a fait un audit financier de la boîte pour être sûr que tout allait bien, qui a corrigé les trucs, et on est parti sur un plan d'investissement donc de 350 000 euros en capital et de 200 000 euros en dette, et c'est parti pour la levée de fonds. Et là démarre la levée de fonds, et là confinement. Donc je démarre de la levée de fonds au moment du confinement. Ah oui, donc tu vois, on voit le businessman qui a du nez quand même. J'étais super bien là, donc j'étais tout seul derrière mon écran, je devais lever 300 000 euros, j'avais juste mon ordinateur, en plus la veille on s'était fait cambrioler, donc j'avais plus d'ordinateur, j'avais juste mon téléphone. Oh là là. Évidemment, confinement, on va trouver un ordinateur en plein confinement, c'est le premier confinement, tout était fermé, c'était la guerre totale quoi. Donc je vais chercher un ordinateur, je sais pas où, d'un truc qui était ouvert, et je récupère un vieux Mac d'occasion à 200 balles. Et je fais mon truc comme ça, et j'avais que mon mail, mon arme c'est mon mail, j'envoyais des mails quoi. J'envoyais, donc je racontais l'histoire, enfin je n'envoyais pas des mails pour emmerder les gens, je racontais l'histoire, comment déjà le problème du cambriolage, du confinement, tout ça. Et il s'est passé 2 choses. D'abord, la crise sanitaire a été aussi une crise informationnelle, et là je me suis dit, ce qu'on fait est super important.
Et en fait, ça m'a donné, alors que j'étais épuisé, j'en pouvais plus, enfin, sincèrement. En plus, je bossais 30 heures pour faire la newsletter. Derrière, il fallait récupérer, enfin, c'était, je dormais plus. C'était un truc, enfin, je dormais pas beaucoup, en tout cas. Et en fait, ça m'a donné une énergie de fou parce que je dis, parce que au moment de la crise sanitaire, tout le monde a compris, alors qu'avant, je mettais du temps à l'expliquer, qu'on avait un problème dans le bien s'informer. Tout le monde a compris qu'il y avait un problème. Quand je dis aux gens maintenant, oui, l'info, c'est comme le bordel, hein. Vous avez vu la crise sanitaire, bah oui, évidemment. On a compris en fait qu'il se passait quelque chose de grave, parce que le monde s'accélère, on enchaîne les signes noirs, hein, ces événements imprévus qu'on est incapable de prédire même avec nos intelligences artificielles. Signes comme l'animal, hein. C'est ça, oui, le signe noir, c'est ça. Donc c'est tiré d'un bouquin qui raconte que souvent les grands changements se font par des accidents qu'on peut pas prévoir, qui sont complètement imprévisibles et qui bousculent souvent le cours de l'histoire. Là, on en avait un. Pas vraiment un signe noir parce que tout le monde prédisait qu'il y allait avoir une pandémie, selon personne ne voulait y croire. Enfin bon, voilà. Donc, du coup, c'était un faux signe noir, on va dire. Mais globalement, que le monde s'accélérait, il fallait prendre des décisions rapidement avec des mauvaises informations. C'était globalement ce qui se passait. Et que tout ça entraînait une explosion en fait de la désinformation, puis même de la réflexion, du doute de ce qu'est la vérité ou pas. Quand les scientifiques ont commencé à s'engueuler entre eux, on s'est dit mais putain, il n'y a pas de vérité quoi. Et là d'un coup, on s'est dit ce qu'on fait est super utile, il faut qu'on redouble d'énergie. On comptait lever 200 000 euros, on a levé 300 000 euros finalement auprès de la communauté. On a fini sur les rotules avec un sentiment. Je me souviens de ce mail où tu dis ça y est, on est arrivé aux 200 000, mais finalement on va peut-être pousser jusqu'à 300. Je me souviens de ça. Et j'expliquais. J'avais pris l'image de la batterie, voilà, c'est comme une batterie de téléphone. Là, je suis donc à 10 niveaux de 10% de batterie. Mais donc, on va gérer ça. Donc, je vais travailler 10% par jour. Mais en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que la relation avec la communauté, le fait d'être hyper transparent, de raconter, et surtout de raconter toutes mes failles, tous mes doutes. Parce qu'en fait, on est tous comme ça. On veut tous donner l'impression qu'on est extraordinaire, que les entrepreneurs sont des visionnaires, etc. Non, on a plein de doutes, on se plante souvent, on sait pas trop, parfois on n'a plus envie, etc. Et le fait de raconter ça, ça a créé une empathie vis-à-vis de la communauté qui fait qu'elle m'a beaucoup aidé. Mais aidé en termes de conseils, de l'attachement. Hein. Voilà. Et donc beaucoup de gens sont venus m'aider, donner des conseils, etc. Et quand on a levé des fonds, je sais pas trop exactement jusqu'où on voulait aller avec ce projet, mais d'un coup on est devenu beaucoup plus ambitieux. Et ça nous a donné des ailes, on a cassé le plafond de verre et on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir faire de ce projet quelque chose qui soit à la hauteur entre guillemets de la mission qu'on s'est donnée, hein, c'est-à-dire je dirais pas de sauver le monde, mais en tout cas dans notre esprit on se dit en tout cas on veut contribuer en tout cas à régler une partie du problème. Ouais, en faire un truc un peu mieux. C'est ça. Faire un truc un peu mieux. Et puis en plus, déjà, moi, je ne peux que recommander, alors, bien évidemment, d'aller vers vos offres, etc. Mais si vous voulez tester, voilà, vous allez sur fr.flint.media. Je mettrai le lien dans la description du podcast et vous créez votre robot et allez-y, roulez jeunesse. Vous allez recevoir ça par email. Quand vous êtes dans l'email, vous avez un bouton vert, un bouton rouge pour chaque article pour dire si ça correspond ou ça correspond pas. Et très rapidement, vous allez voir que ça tape dans la cible et ça en fait un outil, hyper pertinent. Donc là, le développement continue. Vous êtes toujours que deux ou vous allez vous étoffer? Non, on est beaucoup plus maintenant. On crée une équipe en pleine crise sanitaire, donc c'était compliqué de se rencontrer. Oui, là aussi. On a recruté. En fait, on s'est dit, quand on a levé des fonds, on s'est dit, on va pas se précipiter, on va se prendre 3 mois. On fait pas ça, on dit oui, il faut accélérer tout de suite. Non, c'est plus. On va prendre 3 mois et on va analyser toutes nos données, penser le temps de penser le monde. Donc, on a fait faire une étude, une enquête sur l'état de l'information dans le monde. On a fait faire une étude de marché en mode intelligence économique sur 300 acteurs de l'information dans le monde. On en a identifié, puis vraiment analysé, en allant même voir leurs clients, une dizaine qui étaient plus proches de ce qu'on faisait. On a fait une analyse sociologique de l'ensemble des verbatim, donc des paroles qui étaient remontées de nos abonnés, parce qu'on leur a posé beaucoup de questions sur leur rapport à l'info, sur comment ils utilisaient Flint, etc. Et ensuite, on a passé quelque chose que j'avais pas fait. On a vraiment préparé la boîte à une période de crise parce que les prochaines années qu'on va vivre, d'abord, on va être beaucoup plus dans le numérique, donc aussi en même temps à la fois plus rapide mais plus fragile.
et on va aller d'incertitude en incertitude. Donc on voulait configurer cette entreprise de façon à ce que, au moment où elle allait prendre la mer, un peu comme sur un bateau, on va prendre la mer. Donc quand on prend la mer, il y a des vagues, il y a souvent des vagues scélérates, c'est ces vagues qui arrivent par derrière qu'on voit pas et qui écrabouillent les bateaux. Et donc il va falloir qu'on soit prêt. Il faut que ce bateau déjà il soit propre. Donc on a nettoyé le bateau de fond en comble, on essaie de bien comprendre. Donc on s'est créé des cartes, les études, savoir où on va, dans quel environnement, quel est l'écosystème exactement. Et après on a travaillé l'équipe. Donc on a recruté petit à petit une équipe. Donc on est une petite dizaine maintenant aujourd'hui. Et l'idée, c'était vraiment de les former pour les rendre autonomes et d'apprendre à travailler en collectif, parce que sur un bateau, au moment où il y a une tempête, il faut que chacun soit à son poste et soit autonome et pas besoin de demander d'avoir des ordres d'en haut complètement verticaux. Des fois, il faut réagir très vite. Donc, on a vraiment pris le temps de créer une équipe solide, de vraiment travailler l'ensemble de nos données et de bâtir une stratégie qu'on a terminée et pour lancer au mois de juin le nouveau Flint qui veut renouveler notre rapport à l'information avec quelque part un journal du 21e siècle, un journal d'un nouveau genre, un journal robot à composer soi-même, dans lequel on va pouvoir choisir ses propres algorithmes de recommandation. Pouvoir aussi en même temps avoir de la méthode pour apprendre à réfléchir, apprendre à identifier ses biais. Et puis, quand on veut aller plus loin sur des sujets qui nous intéressent, cette façon, on peut gagner du temps avec des robots qui vont nous amener des contenus sur les thèmes sur lesquels on a besoin de prendre de l'anticipation, prendre du recul, d'avoir les idées claires. Donc, des robots spécialisés qui seront soit déjà entraînés pour les utilisateurs, soit qui pourront composer eux-mêmes derrière. Donc, vraiment C'est génial, ça. Donc, c'est du Flint, mais avec la dimension qu'on veut lui donner maintenant aujourd'hui, après 3 ans d'analyse, de réflexion, de co-construction avec les utilisateurs. Ok, écoute, c'est excitant, je trouve, comme info. En plus de tout ça, tu as plein d'activités, notamment, tu es pas mal engagé dans les combats pour l'égalité hommes-femmes, etc. Tu l'as dit, t'es crevé, ce que je peux comprendre. Non, je suis pas crevé, du coup, c'est ça qui est étonnant. Je suis beaucoup moins fatigué qu'avant. En fait, plus on avance, moins je suis fatigué, parce que plus on se resserre vers ce qu'on aime, en fait, plus on se dit que ce qu'on fait a du sens, et plus du coup on apprend aussi j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, en fait, aussi appris à prendre soin de moi. Mon meilleur outil, c'est moi-même, et dans Flint, le meilleur outil, c'est les collaborateurs. Donc, on prend soin de nos collaborateurs, on fait attention à ce qu'ils travaillent pas trop, on veut pas qu'ils fassent des burn-out non plus. C'est pas le volume de travail qui est important, c'est la qualité du travail. C'est une palissade ce que je dis, mais enfin, faut le travailler après derrière. Ouais. Et donc, je prends vachement soin de moi, je prends du temps pour lire, je lis beaucoup plus, je lis énormément. Je mets toujours autant de temps pour préparer les films dimanche, mais c'est beaucoup de temps de lecture, de veille, de réflexion, d'écriture, etc., d'échange avec des gens. Et ce temps en fait de recul, je fais du sport, je me lève beaucoup plus tôt le matin, et je vois en même temps mes amis, je fais aussi on boit des coups, enfin c'est tout cet ensemble là en fait, et c'est super important de prendre soin de soi-même. Mais on voit de toute façon qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, c'est prendre soin de soi évidemment, prendre soin des autres, et puis c'est avoir du sens. Et c'est la qualité des relations sociales, mais c'est avoir du sens, faire quelque chose qui a du sens. On passe 80% de notre temps à travailler, de notre temps éveillé à travailler. Si ça n'a pas de sens, c'est normal qu'on arrive à un burn-out. Ouais, et puis il y a une phrase, je ne sais plus qui a dit ça, que un homme heureux, n'importe quel homme heureux est plus productif qu'un prix Nobel déprimé. C'est possible. Ouais, j'y crois vraiment, ça. J'y crois vraiment. Et tu sais, des fois, tu as des moments, tu as un truc à finir et tu es épuisé, tu n'en peux plus. En plus, tu es malheureux parce que au bout d'un moment, ça prend plus de sens, etc. Et tu mets un temps à bosser, tu fais des trucs, c'est merdique en plus. Et alors, quand tu as pris le temps de te reposer, de te faire plaisir, de prendre vraiment du temps pour toi, ou même partir en vacances, aller marcher au bord de la mer, enfin peu importe ce dont on a besoin pour se ressourcer quelque part, d'un coup, ça fuse. Et ça va très, très vite. Le temps qu'on perd, en fait. Le temps qu'on perd à être malheureux et du coup à travailler beaucoup plus pour faire ce qu'on pourrait faire beaucoup plus rapidement si on était heureux et beaucoup plus en accord avec soi-même. Donc je pense que on est un jardin, et si on prend pas de soin de ce jardin, on donne des plantes mauvaises et des plantes qui vont mettre du temps à pousser, on va devoir en trier beaucoup, etc. Je pense une fois qu'on a compris que travailler sur soi-même, et je parle pas de développement personnel, mais de travailler sur soi-même simplement et sur ses relations, sur ce qu'on est, prendre soin de soi, c'est prendre soin de son travail et c'est un temps gagné. Le temps, il est précieux. Il peut disparaître la vie peut disparaître du jour au lendemain. Donc, pour bien prendre soin de son temps, je pense qu'il faut d'abord bien prendre soin de soi parce que on a les idées beaucoup plus claires derrière. Et tout ça donne
une vie pleine, remplie et heureuse, et des robots efficaces et heureux, aussi, certainement. Okay. On le voit quand les robots sont malheureux. Hein. Des fois, on dit les robots sont perturbés, là, ça va pas du tout. On voit quand ils commencent à pas aller bien, on est un peu triste pour eux. Ok, super, super intéressant. Alors, comme je l'ai dit précédemment, mais je le redis parce que j'y crois fondamentalement. fr.flint.media, allez-y, créez votre robot, entraînez-le, vous verrez, ça va vous apporter du bonheur. Le mec qui fait du marketing n'importe comment. On s'en fout, c'est pas grave. Si on veut, mais au-delà de ça, si on veut te contacter, Benoît, où est-ce qu'on peut te joindre? Comment on peut te joindre? On peut m'envoyer un mail, hein, benoît@flint.media. C'est le plus simple, je réponds à tout le monde. De toute façon, quand on est abonné à Flint, hein, on reçoit la lettre du dimanche. Direct c'est un depuis peu une ta sorte boîte. de lettre, c'est un peu du mentalisme. Hein, j'envoie une lettre à chacun, direct depuis ma boîte. Et donc, on peut me répondre directement. Je réponds à tout le monde. Et je reçois des lettres, mais incroyables. Hein. Je reçois des lettres parfois de 3 pages, hyper travaillées. C'est devenu une lettre assez intime, en fait. C'est comme une lettre, tu sais, quand on se retrouve ce truc d'écrire des lettres presque. Et les lettres, je les écris à la main, d'ailleurs. Je me suis remis à écrire à la main. Et après, je les mets sur ordinateur et je les envoie. Et j'écris comme j'écrirais une lettre à chacun. Et donc, chacun, souvent, on me dit, mais j'ai l'impression de recevoir une lettre pour moi, quoi. Non, cher Pierre, ce matin, je me suis réveillé en pensant à un truc, etc. Et donc, on peut m'envoyer un mail, ou répondre à ces mails-là, partager, discuter avec moi, et je réponds toujours. Ok, génial. Benoît, on arrive à la fin du podcast. Et puis parce que tu es un Chief Robot Officer, donc il y a du taf derrière quand même. Hein. Donc on va te libérer. Mais tu ne vas pas couper aux 7 dernières questions de la colle qui sont librement inspirées du questionnaire de Pivot. Alors Benoît, dis-nous, quel est ton mot préféré? Je vais dire amour. Mais c'est quelque part, ouais, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Là. Ouais, c'est un peu Miss France hein, quand même, non ça? Tu sais, il y a un sage chinois qui dit, c'est toujours bien de dire un sage chinois, mais c'est vraiment un sage chinois, et qui dit à l'origine du désordre, il y a toujours le manque d'amour. Et quand on réfléchit bien à ça, à l'origine du désordre dans le monde, mais aussi à l'origine du désordre dans une entreprise, à l'origine du désordre en soi-même, il y a toujours le manque d'amour. Et quand on cherche le manque d'amour, on trouve souvent la raison de pas mal de désordres. Donc je trouve que c'est au-delà de Miss France, c'est finalement peut-être une bonne façon peut-être philosophique en tout cas, d'essayer d'avancer plus sereinement et plus efficacement. Ok. Le mot que tu détestes? Alors, les idées reçues. Je ne sais pas si c'est ces 2 mots, hein, mais c'est se battre contre les idées reçues. Je suis capable de prendre un avis contraire au mien uniquement parce que je voulais être avocat avant, donc j'ai l'esprit de contradiction et je trouve que c'est important. C'est par les contradictions qu'on construit aussi son mental et sa réflexion. Le son, le bruit que tu aimes? J'adore le bruit des vents dans les feuilles des arbres. Tu sais, quand tu es dans une forêt, tu entends le vent. Quand tu fermes les yeux, tu l'entends arriver, quoi. Tu as l'impression qu'il arrive juste pour toi, comme ça, juste au moment où tu y as pensé, puis il disparaît, et puis c'est extrêmement mouvant. Et je trouve que les arbres sont des entités assez émouvantes, hein, quand même. Ah bah, je te conseille l'écoute de l'épisode juste avant le tien sur Écoterie où tu peux acheter des arbres, voire un arbre. Voilà, une boîte géniale là aussi. Et sur le signe noir, d'ailleurs, j'ai un épisode avec François Casal, qui est un prof de stratégie à HEC qui en parle. Donc, jeunes gens, si vous voulez vous renseigner, c'est par là que ça se passe. Le son ou le bruit que tu détestes? Je vais être assez classique. Hein. J'ai horreur du. J'aime pas les klaxons. D'accord. T'es pas le premier à le dire. Sur des klaxons, ouais. Parce qu'en fait, ça arrive toujours par surprise, quoi. C'est comme une vague scélérate sur la mer, quoi. C'est-à-dire que t'es en train de marcher tranquillement, puis d'un coup, t'as quelqu'un qui klaxonne. Qu'est-ce que je lui ai fait, quoi? Ouais. Ça surprend. J'ai pas tellement la surprise. Ouais, c'est très surprenant et agressif. Juron, gros mot ou blasphème favori? C'est
Difficile, ça. Quel est le juron ou le blasphème favori? Tu peux aller dans les classiques. Hein. Très, très difficile. Oui, je dis souvent que c'est la merde, en fait. Mais je le dis de façon affectueuse parce qu'en fait, quand c'est vraiment la merde, c'est vraiment, ça va pas du tout. C'est un terme qui, en fait, bon, vraiment, ça va pas. Quand tu le dis avec le sourire, c'est vrai que ça... Mais oui, parce qu'en fait, bon, c'est une façon de se rassurer. C'est vraiment la merde, au moins, on accepte le fait, bon, on accepte le truc. On accepte que c'est la merde. Maintenant, on va avancer. Et donc finalement, c'est un terme que je le dis souvent et je le dis quand c'est une façon finalement d'aller mieux, c'est une façon de bien le prendre des choses. De toute façon, il faut être résilient. Moi, j'ai tellement passé par des trucs pas toujours simples qu'en fait, on finit par profiter avant tout de la vie, hein, et il y a toujours une solution. Saisir le moment présent. La citation que tu aurais aimé prononcer. C'est une bonne question. C'est une citation de Camus. Alors j'espère que je m'en souviens bien. Je vais la citer à peu près. On dit souvent que je le paraphrase, hein, mais il dit qu'on a souvent dit que le rôle de nos générations était de changer le monde. En fait, il n'est pas de changer le monde, il est d'éviter que le monde se défasse. Et c'est une phrase qui m'anime beaucoup, j'aurais aimé la prononcer. Albert Camus, en fait, est beaucoup cité en ce moment parce qu'en fait, il parle beaucoup justement du courage de la nuance. Hein. Être nuancé, c'est très courageux, c'est pas quelque chose de tiède, en fait. Et que arriver à tenir comme ça les deux bouts, hein, dans un monde qui est de plus en plus polarisé, je pense que c'est une des fonctions mentales de l'être humain qu'on va devoir cultiver le plus possible. Donc c'est devenu aussi un mantra pour moi et un mantra pour Flint. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Déjà, je crois pas en Dieu, mais je pense pas qu'il n'existe pas non plus. C'est très pascalien, ça, comme démarche. Je saurais pas quoi lui dire, sincèrement, je vois pas ce que j'aurais... Mais là, en l'occurrence, c'est lui qui te parle, là. Il te dit quoi? Ce qu'il me dirait, j'en sais rien. Tu sais, en fait, là, c'est une question fondamentale sur quel est le sens de ta vie, en fait, hein. Pourquoi est-ce que tu vis et quel est le sens que tu donnes à ta vie. Oui. Je crois que j'aimerais qu'il me dise que j'ai beaucoup aimé, parce que, en fait, tu sais, il y a un truc que j'aime pas, je suis pas, les religions m'intéressent beaucoup parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans les religions, il y a beaucoup de bêtises aussi, mais ça dépend qui l'applique et qui la pense. Et je pense que d'ailleurs la religion, c'est du domaine, pour moi, c'est pas du domaine du physique, c'est du domaine de la pensée, de la philosophie, du rapport à soi-même et du rapport au monde. Donc, j'aime pas trop quand ça va dans des règles, mais on se parle souvent de l'autre comme son prochain. Notamment dans la religion chrétienne, on parle de l'autre comme le prochain, et je pense que aimer l'autre, faire en sorte que l'autre soit bien, soit mieux, c'est je pense le meilleur service qu'on puisse se rendre à soi-même, parce que c'est l'autre nous fait grandir, en fait. Mais pour grandir soi-même, il faut faire grandir l'autre. Et je pense que c'est une règle fondamentale auquel je crois beaucoup, que j'applique, et je trouve que je suis jamais jaloux. Quelqu'un qui fait mieux que moi, je vais le voir, je deviens son ami, comme ça il va m'apprendre plein de trucs. Et j'espère, voilà, si un Dieu existe, ou en tout cas si je me retrouve face à moi-même, j'espère que j'aurais fait grandir un maximum de gens autour de moi, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Eh bien, tu as raison, le prochain, l'autre, et ça me donne une occasion qui est de faire ici une spéciale dédicace à Cyril de Lastérie, qui est celui par lequel j'ai découvert Benoît et Flint. Et voilà, Cyril, si tu as écouté jusque-là, merci pour cette opportunité. Benoît, encore une fois, un grand merci du temps que tu nous as consacré. Quelque part aussi un merci pour tout ce que tu fais, parce que alors, je ne sais pas où ça ira, mais en tout cas, ça essaye d'apporter un mieux à l'information, et ça ne peut faire que du bien à tout le monde. Donc, un grand merci à ça. Et puis, on souhaite non pas des vagues scélérates, mais des vagues porteuses pour Flint. Et on se revoit dans quelques mois, et pour voir où ça en est. OK ? Très bien, pari tenu. Merci beaucoup, Pierre. Si, Benoît, attends, je ne peux pas. J'ai un professionnel de la profession à ma disposition. Dis-moi, ça va? Je me suis pas trop mal démerdé là sur ce coup? Très bien, non, super. C'est pas facile, hein, de faire parler les autres, hein, de faire sortir quelque chose, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur comment est-ce qu'on arrive à pêcher le poisson. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir pêché le poisson?
Ouais, moi je suis bon là, je suis bon. Je suis super bon. Allez, un grand merci, à bientôt et à bientôt à tous les auditeurs pour un prochain épisode de La Colle. Bye. Merci. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.